Range tes lunettes. Mets tes lunettes. Tu vas bien? C'est pas bien beau, hein? On va être à la sauce qui réalisation. Ça nous a fait plaisir. Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. On a manqué de temps un petit peu ce soir, ça nous fait courir un petit peu. Je vous rappelle que la séance est télédiffusée en direct grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Également, les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville, à ville.magog.qc.ca séance. Je vous rappelle également que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Les procès-verbaux sont disponibles ici à l'arrière quand vous venez nous voir ou sur le site Internet de la Ville également. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Steve Robert. Je propose que l'ordre du jour soit adopté. Je suis allée trop vite, moi, là. Soit adopté sans modification. Parfait. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Merci. Ça promet pour la séance. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? C'est bon. Donc, on pourrait procéder avec l'approbation de procès-verbaux proposés par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 novembre 2015 soit adopté avec la modification au point 6.11, soit la résolution 485-2015, par le remplacement du numéro de règlement 2563-2015 concernant l'établissement d'un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour le secteur des technologies de l'information et des communications, TIC, de la Ville de Magog par le numéro 2564-2015 et que cette modification soit apportée sur le règlement présenté et que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 novembre 2015 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Tout ça pour corriger une erreur de numéro, mais ça arrive dans la transcription. Donc, ce soir, on a un petit moment spécial dans notre conseil. On a un invité avec nous. Non, nous n'avons pas changé de directeur général. C'est M. Cadrin, l'évaluateur. Donc, comme à chaque année, on fait une petite présentation parce que vous savez qu'on va avoir un nouveau rôle d'évaluation. Donc, ça arrive juste avant qu'on vous présente le budget. Donc, on a demandé à M. Cadrin, puisqu'il est le spécialiste, de venir faire la présentation du nouveau rôle. Et tout de suite après, il y aura une petite période de questions spécifiquement sur le rôle d'évaluation, puis ensuite, on pourra continuer avec le reste de l'ordre du jour. Donc, M. Cadrin, la parole est à vous. Je vous demanderai de parler le plus possible dans le micro pour faciliter la compréhension. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de présenter le nouveau rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation est présenté à tous les 3 ans. C'est des rôles triennaux. Depuis 20 ans déjà, la loi sur la fiscalité municipale oblige les municipalités, les villes, à avoir et à obtenir des rôles triennaux, donc comme on le fait cette année. Le rôle a été déposé au mois d'octobre dernier. Pour ceux que ça l'intéresse, le rôle est maintenant disponible depuis nombre d'années en ligne sur le site de la Ville. Et il sera disponible cette année vers la fin du mois de novembre. Je n'ai pas la date exacte. Avec une question technique d'organiser toutes les choses et de pouvoir l'inscrire comme il faut. Ce soir, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne, comment on fait un rôle d'évaluation. Comment l'évaluateur s'y prend pour faire un rôle d'évaluation? À toute fin pratique, mettez-vous dans la peau d'un acheteur. Vous êtes acheteur d'une propriété, mais pas dans votre ville, dans une autre ville. Vous déménagez à Granby, vous déménagez à Trois-Rivières. La première chose que vous allez faire, c'est de vous informer un peu de tout ce qui se passe dans la municipalité. C'est un peu ça que l'évaluateur fait.
et essaie de diviser la municipalité en différents secteurs. On n'irait pas demeurer n'importe où dans une municipalité, mais selon les attraits que l'on recherche. Donc, ces attraits-là vont se retrouver dans une certaine homogénéité de propriété, ce qui fait en sorte que lorsqu'on veut acheter une propriété, les comparables, on les retrouve dans ce secteur-là. Et l'évaluateur fait exactement le même exercice, mais d'une façon très rationnelle, très organisée. Donc, à la base, il va diviser le rôle, la municipalité en différents secteurs, en différents quartiers. Évidemment, le plus simple qu'on peut faire ici, c'est de dire que les propriétés en bordure du lac, ils ne se compareront pas avec les propriétés ailleurs dans la municipalité parce que, dans le fond, ce n'est pas le même marché immobilier. L'acheteur qui vient de l'extérieur, qui s'en vient ici, va faire exactement la même chose. Donc, un peu partout dans la municipalité, qu'on soit « Oh, j'aimerais mieux pas mentionner de quartier ou de rue », vous les connaissez mieux que moi, je pense. Quand même, ça fait plusieurs années que je fais soit le canton de Magog à l'époque ou bien la ville de Magog maintenant. Mais parlons de différents services et d'attraits qu'on va retrouver dans un secteur plutôt qu'un autre. Donc, une fois qu'on a divisé en secteurs, on va regarder qu'est-ce qu'on retrouve comme attrait dans un secteur plutôt qu'un autre. Donc, les services qu'on va y offrir. Si on est à l'extérieur du milieu urbanisé, est-ce qu'on va avoir les services d'aqueduc et d'égout? Donc, c'est important pour une propriété de savoir si les services, on a des services desservis par la municipalité ou bien si on doit les obtenir nous-mêmes pour notre propriété. Donc, en quelque part, encore une fois, on ne comparera pas les transactions des propriétés qui sont avec un réseau d'aqueduc et d'égout et un autre avec un puits et une fosse septique. Ensuite, on va regarder aussi le zonage. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la propriété? Les propriétés industrielles, les propriétés commerciales, les propriétés résidentielles, on ne peut pas faire la même chose. Est-ce qu'on peut faire un bloc appartement? Est-ce qu'on peut faire des propriétés jumelées? Est-ce qu'on peut faire de l'unifamilial seulement? C'est des éléments qui vont nous influencer. La localisation, si on est à proximité d'une école, à côté du cimetière, bien, des propriétaires vont peut-être moins préférer celle-là, à côté de la voie ferrée, etc., avec la vue sur le mont Crawford ou non, avec la vue sur le lac ou non. Donc, c'est toutes sortes d'éléments sur lesquels on va utiliser. La topographie. Bon, quand on sort ici en ville, dans le milieu urbanisé, ça va assez bien. Les terrains réguliers de 5-6 000 pieds carrés. On parle aussi souvent en mètres. Si vous parlez avec un des évaluateurs à mon bureau, ils vont vous parler des mètres carrés, 500 mètres ou 600 mètres carrés. Bien, c'est plus facile dans le milieu urbanisé, mais quand on arrive dans le milieu plus rural, moins urbanisé, on aura la topographie à prendre en considération, dépendant de la grandeur des propriétés. Encore une fois, l'élément qui est important, si on parle de la superficie, c'est quelque chose d'important. Dites-vous une chose. Je donnerai l'exemple de... J'aurais 2 terrains, puis on va parler en pieds carrés, c'est de mon âge. Un terrain de 5 000 pieds, ça ne vaut pas la moitié d'un terrain de 10 000 pieds. Ou un terrain de 10 000 pieds ne vaut pas le double d'un terrain de 5 000 pieds. Pourquoi? Tout simplement parce que, dans le fond, ce qui est important quand on a une propriété ou un terrain, c'est de pouvoir construire une maison. Donc, une fois qu'on a un droit de construire, on a déjà une valeur, mais sur le terrain de 10 000 pieds, vous n'avez pas 2 droits de construire. En tout cas, si vous l'avez, l'évaluateur ne peut pas en faire l'hypothèse. Donc, lui considère que vous avez un seul droit de construire, que vous ayez 5 000 ou 10 000 pieds. Donc, l'excédent du 5 000 pieds, bien, ça va dépendre du marché immobilier. Et là, le marché immobilier va être plus ou moins important dépendant de cette superficie-là ou des valeurs qu'on va vouloir leur accorder. À la base, pour faire l'évaluation, vous avez remarqué probablement sur votre compte de taxe ou au rôle d'évaluation qu'il y a une distinction qui se fait entre la valeur des terrains et la valeur des bâtisses. L'évaluateur commence par évaluer l'ensemble des terrains de la municipalité comme s'ils étaient vacants. Donc, avec les droits qui leur sont accordés, mais comme s'ils étaient vacants. Dans une deuxième étape, il va faire l'évaluation des bâtiments et une fois le regroupement fait, il va vérifier à savoir si ce résultat-là va être représentatif du marché. Il va le comparer avec les transactions de propriétés semblables ou comparables qu'il va retrouver dans ce secteur-là. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on travaille.
Une fois qu'on a appliqué les différents taux, les différents facteurs qu'on a déterminés pour chacun des secteurs, les résultats sont tous comparés. Une première comparaison, on compare avec le résultat précédent. Quelle était votre évaluation au rôle précédent? Donc, en quelque part, une propriété qui passe de 100 000 à 150 000, puis on comprend que des propriétés construites à 100 000, on n'en a plus beaucoup dans la municipalité. Mais, pour fin d'exemple, là, passer de 100 000 à 150 000, quand le rôle d'évaluation augmente de 4 il y a quelque chose de spécial. On retourne dans le dossier, où il serait même à 125 000, le 25 d'augmentation, quand la donnée générale est aux alentours de 4 ou 5 c'est pas normal. Donc, en quelque part, on va se poser la question à savoir qu'est-ce qui arrive avec cette propriété-là. Est-ce qu'elle a fait l'objet d'une visite dernièrement? Il faut visiter les propriétés au moins une fois aux 9 ans. Donc, en quelque part, lorsqu'on aura visité cette propriété-là, est-ce qu'on va avoir observé des changements qui ont été faits? Il y a des propriétaires qui font des changements dans leur propriété puis qui ont oublié de prendre un permis de construction. Ça arrive encore aujourd'hui, mais il faut s'en rendre compte et c'est pour ça que la loi nous oblige à revisiter les propriétés. Donc, en quelque part, si on s'est rendu compte que le sous-sol a été refini ou refait ou la cuisine a été refaite au complet, peut-être que ça a fait varier la valeur de la propriété autrement que dans le pourcentage moyen qu'on va retrouver dans la municipalité. Donc, peut-être qu'il y avait une erreur aussi à l'ancienne évaluation. Je m'en excuse, je ne suis pas parfait. En fait, ce n'est pas de ma faute, c'est mes parents. Mais ça, on va s'en passer. Mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas parfait, on peut faire des erreurs. Vous avez la possibilité de nous appeler pour pouvoir nous soulever la question, puis on va vous répondre. Il n'y a aucun problème avec cette situation-là, au contraire même. Plus on va informer les gens sur la manière dont on fait le rôle d'évaluation, la manière dont votre dossier a été traité, mieux vous allez comprendre ce qui se passe en évaluation. Et plus on est compris, plus on est aimé. Ce n'est pas un souhait, là, mais que voulez-vous, c'est un peu ça. Donc, on fait une vérification exhaustive, je vous dirais, pas une fois, 2 fois, ni 3 fois. Plusieurs fois, vos dossiers sont repris par différentes personnes pour s'en assurer, pour s'assurer que la valeur est le plus exacte possible. Le rôle d'évaluation, c'est là pour répartir le fardeau fiscal. Le fardeau fiscal, c'est vos taxes. Donc, en quelque part, il n'y a personne qui souhaite payer plus cher que le voisin. Tout le monde veut avoir une valeur ou un compte de taxes équilibré. Et c'est mon rôle d'essayer de faire des valeurs le plus équilibrées possible dans l'ensemble de la municipalité. On est encadré par la loi sur la fiscalité municipale. On est encadré, tout le processus d'évaluation est encadré par la réglementation faite par le gouvernement. Et ça, depuis 1980 dans les règles actuelles. Donc, c'est un processus qui est très détaillé, qui est très bien suivi et qui, à mes yeux, donne de très bons résultats. Je vais vous donner quelques chiffres. Le rôle d'évaluation de la ville de Magog au dépôt du rôle dernier est de l'ordre de attendez-moi 2 secondes. 2006, 3 832 900 000. Bon, on va laisser tomber le restant. On en a assez avec ça. Et l'augmentation est de 155 millions. Donc, ça fait 4,2 %. Qu'est-ce que ça veut dire, 4,2 %? Ça veut dire que depuis 3 ans, le marché immobilier aurait évolué d'une façon générale de plus ou moins 4 % dans la municipalité. Pas de façon exacte pour l'ensemble des propriétés, parce qu'un secteur peut être plus en demande qu'un autre, une catégorie d'immeubles peut être plus en demande qu'un autre. Les propriétés industrielles ne varient certainement pas de la même valeur que les propriétés résidentielles. De même que les propriétés de 200 000 et les propriétés de 2 millions n'ont pas des augmentations non plus semblables. Il y a une question de pouvoir d'achat. Mais les variations, je peux vous le dire, ils ne sont pas astronomiques. Les variations d'une catégorie à l'autre d'immeubles. C'est pour moi le rôle le plus intéressant à présenter à la municipalité. Parce que l'équilibre fait en sorte qu'on a moins de variations en bout de ligne d'un secteur ou d'une catégorie à l'autre. Donc, il y a moins de mouvements qui se passent à l'intérieur des valeurs.
il va sans dire que 80 des propriétés sont des propriétés résidentielles. Et puis sur le 3,8 milliards, c'est 3 milliards qu'on a sur les valeurs des propriétés résidentielles. Qu'on soit sur le bord du lac, qu'on soit dans le milieu urbain, ça totalise ça, ces montants-là. Si chaque propriétaire, lorsqu'il voit son évaluation, et on n'est pas obligé d'attendre notre compte de taxe pour pouvoir le vérifier, vous voulez avoir plus d'explications, il est possible de nous parler. On va vous fournir facilement les numéros de téléphone de nos bureaux. Il y a des évaluateurs qui sont là pour ça, pour pouvoir vous répondre. Si en quelque part, vous doutez du résultat parce que vous dites que non, je pense que ça ne vaut pas ça, ça vaut bien plus cher que ça, bien, vous pouvez contester aussi, même si vous pensez que ça vaut plus cher. Ça nous est déjà arrivé, effectivement. Quand on arrive dans une période actuelle où le marché est plus stable, moins en progression, il y a des gens qui espèrent pouvoir vendre leur propriété puis qui souhaiteraient des valeurs plus élevées. Ce n'est pas le jeu que l'on fait, mais il peut arriver qu'il y ait une erreur aussi à ce niveau-là, mais c'est plus souvent qu'autrement, on a des téléphones pour faire baisser l'évaluation. Et à ce moment-là, si vous avez un doute sur la valeur, mais que l'évaluateur dit « non, je ne vois rien », en sorte que je pourrais baisser la valeur de votre propriété, vous avez le droit de la contester. C'est un processus qu'on appelle la demande de révision. Et vous avez un formulaire complet à remplir. C'est très détaillé, c'est très formel. Et vous allez obtenir ça ici à la municipalité. Vous remplissez ce formulaire-là de façon officielle. L'évaluateur va le recevoir et va devoir vous répondre pour vérifier, premièrement, si la valeur est exacte ou pas. Ce qu'on refait à ce moment-là, c'est une expertise. C'est-à-dire qu'on prend votre propriété et on cherche 3 ou 4 immeubles semblables qui se sont vendus dans votre secteur. Et on vous dit, regardez, il y a ces propriétés-là qui se sont vendues, et de aller les voir, puis ça démontre votre valeur. Si, dans le fond, on dit, oups, non, je pense qu'il est arrivé quelque chose sur votre propriété, puis que ça ne fonctionne pas, on va aussi vous décrire le marché, les valeurs, mais on va aussi vous proposer un nouveau résultat. Et ce nouveau résultat, on vous le propose parce que, dans le fond, vous devez l'accepter ou non. Et si vous ne l'acceptez pas, on se rend jusqu'au tribunal. Il n'y a pas de modification à ce moment-là qui est fait au rôle d'évaluation. Et rendu au tribunal administratif, vous aurez à défendre votre point et nous, on fera la même chose de notre côté pour pouvoir faire la démonstration. Peu de cas se rendent jusqu'au tribunal, mais ça arrive dans certains cas. La ville de Magog, c'est 14 700 propriétés. Donc, sur 14 700, bien, il arrive parfois que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous puis qui veulent se rendre plus loin. Donc, c'est votre droit. Donc, il faut le faire valoir. C'est bon. Peut-être juste avant, s'il y a des questions sur l'évaluation, peut-être juste expliquer pourquoi on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on a une espèce de mentalité que la valeur foncière, elle doit être beaucoup plus basse que la valeur marchande. Alors que la tendance actuellement, c'est que ça se ressemble pas mal, la valeur marchande puis la valeur... Juste peut-être expliquer qu'est-ce qui s'est passé de ce phénomène-là. Oui, c'est une excellente question, puis j'aurais dû commencer par ça. En fait, l'évaluateur est obligé d'estimer la valeur à la valeur marchande. C'est la loi sur la fiscalité municipale qui le dirige et qui dit l'évaluateur doit fixer sa valeur entre 95 et 105 % de la valeur marchande. Et après coup, le ministère des Affaires municipales va vérifier à quel niveau se situe le rôle et il a été déterminé qu'il était à 100 % de la valeur marchande. Donc, en quelque part, la propriété, lorsque vous voyez sa valeur, c'est la valeur que, dans le fond, vous devriez obtenir. Bon, à quel moment et tout ça, parce que, dans le fond, quand vous allez ouvrir votre enveloppe au mois de janvier ou février prochain, on n'est pas rendu là encore. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Hein? On pourrait avoir un boom extraordinaire, puis la ville de Magog est rendue sa carte, puis là, oups, les valeurs viennent de doubler. Bon, peut-être pas, mais la date d'évaluation à laquelle on se réfère, c'est le 1er juillet 2014. Pourquoi 2014? Parce qu'on a pris l'année cette année pour pouvoir confectionner votre rôle et la loi arrête à une certaine date pour pouvoir avoir le temps de finir le travail. Évidemment, on aurait pu faire le travail à la Ville de Magog un peu plus rapidement que ça, mais par contre, la Ville de Montréal, eux autres, ont besoin de plus de temps. Et comme c'est la même date pour tout le monde à travers le Québec, bien, à ce moment-là,
La date est fixée à 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle, qui est le 1er janvier. C'est bon, merci. Et pour ma part, juste vous dire, parce qu'il y a eu un article dans le Reflet qui disait hausse moyenne de taxes, comme le disait M. Cadrin, de 4,2 %. Et là, j'ai du monde qui m'ont écrit sur Facebook, vous disent, tu vas augmenter les taxes de 4,2 % ça n'a pas d'allure. Je veux juste vous dire que c'est pas ça. C'est pas ça que le Reflet a annoncé. Nous, on va baisser le taux de taxe parce qu'on a eu une augmentation du rôle d'évaluation. Donc, on va vous présenter ça dans quelques semaines, mais inquiétez-vous pas, les taxes n'augmentent pas de 4,2 %. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le rôle d'évaluation pendant qu'on a notre expert avec nous? Ou un commentaire, c'est correct aussi. Bonsoir, madame. Michel Gauthier. Moi, je vais revenir à une vieille question que j'ai déjà posée. Puis, chaque année, il n'y a jamais de réponse satisfaisante pour moi. Je vais la reposer encore. OK. Vous dites qu'on peut contester ce que j'ai effectivement fait. J'ai contesté. Ça m'a coûté 150 $. J'ai eu raison, mais on ne m'a pas remboursé. Moi, ce que je ne comprends pas encore, puis ça, je l'ai posé l'an passé, puis l'année d'avant, puis je reviens avec encore. Si je conteste le rôle d'évaluation, puis j'ai raison, pourquoi est-ce que le citoyen doit payer comme une amende supplémentaire parce qu'il a contesté? Parce que là, vous rendez ça facile. Vous, là vous dites, c'est pas compliqué, là. On fait ça, on fait une demande, on parle, on discute. Puis si vous n'êtes pas d'accord, on va jusqu'au tribunal administratif. Je ne suis même pas allé là. Moi, je suis juste venu ici, remplir un formulaire, puis j'ai payé même si j'ai gagné. Ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Écoutez, je ne répondrai pas pour Madame la mairesse, Madame Ham. Je vais vous répondre en tant qu'évaluateur. C'est mon rôle aussi. Faire un rôle d'évaluation, c'est pas simple. Il y a 14 000 propriétés, puis ils ne sont pas toutes pareilles. Il y a des propriétés qui sont différentes l'une de l'autre, et vous pouvez avoir raison de dire que votre propriété est différente, mais qu'en quelque part, on a besoin de travailler un peu plus fort pour faire cet exercice-là. Et moi, mon point, puis peu importe où est-ce que je suis, puis quand c'est venu à s'installer au ministère des Affaires municipales, j'ai dit la même chose. La question que je me pose, c'est est-ce que, dans le fond, lorsqu'on a des propriétés spéciales, puis qu'il faut demander un travail supplémentaire à l'évaluateur que d'une évaluation de masse, est-ce que c'est normal que ce soit la population qui paie pour ça? Et là, je fais juste poser cette question-là. Mais inculpa, je pense qu'on n'en a pas reparlé en commission des finances, alors on plaide coupable. Écoute, on l'a laissé tomber celle-là. Je voyais face à ma ministre des Finances faire « Oh non ». On a oublié. On va l'emmener à la commission des finances parce que, dans le fond, c'est nous qui établissons les coûts. Fait qu'on pourrait en rediscuter parce que c'est tellement une infime partie, premièrement, qui demande une révision. Puis je pense qu'on est à 0,2 %. C'est minime. Fait qu'on on va en reparler à la commission des finances. Madame, prenez une note. Et on va vous revenir. Deuxième question, combien ça coûte faire l'évaluation? Oh boy, annuellement, je ne me souviens pas, on a un contrat de 5 Magog. ans. Je vais vous revenir avec ça pour vous donner les bons chiffres. Si. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le rôle d'évaluation? Ça va? Merci beaucoup, M. Cadrin, pour votre présence. C'est très apprécié. Je ne sais pas dire on se revoit dans 3 ans, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pas ce qui va se passer dans 3 ans. Merci beaucoup. Merci. Donc, on serait rendu au point 5, conseil d'administration. 5.1, diverses délégations proposées par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville. A. Lors du spectacle bénéfice au profit des Fantastiques de Magog qui se tiendra le dimanche le 29 novembre 2015 au Vieux Clocher de Magog. B. Lors de la formation qui sera donnée à l'AMQ qui s'intitule « Milieu de vie web binaire, limite de vitesse, faites aboutir vos démarches » qui se tiendra le jeudi 19 novembre 2015 à 10 h. C'est l'UMQ, hein, pour votre... L'UMQ. L'UMQ. J'ai dit quoi? L'AMQ. AMQ. On a inventé une nouvelle association. C'est ça, un nouvel acronyme, là, c'est moi. Hein. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Merci. Donc, on serait rendu au 5.2. On a une demande d'appui pour la journée de sensibilisation au cancer, donc au cancer de la prostate. Attendu qu'environ 1 Québécois sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie.
Attendu qu'annuellement, 4 500 Québécois recevront un diagnostic du cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Attendu que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Attendu l'importance de sensibiliser la population de Magog au dépistage du cancer de la prostate. Attendu que la campagne de financement Neuvember, pas Movember, bon, de Procure offre l'occasion, il n'y en a pas de moustache autour de la table, c'est vrai? Je vois ça. Il y en a ici à l'Hôtel de Ville, mais pas autour de la table. Offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Je proclame donc le 19 novembre comme étant la journée mondiale de la sensibilisation au cancer de la prostate, le Neuvember, en tout cas. Quelque chose de même. Je ne voulais pas trop le massacrer. J'ai hâte de voir ça, les hommes avec un nœud papillon. Ça a une certaine classe. Donc, au point 6, direction générale. 6.1, projet de train de passagers. Vous en avez un peu entendu parler dans les médias. Donc, on a une résolution proposée par le conseiller, M. Pierre Côté. Le potentiel du projet de train de passagers Montréal-Sherbrooke, non seulement pour des questions environnementales et économiques, mais également pour le bien collectif de la communauté de Memphrey-Magog. Je propose que la Ville de Magog appuie politiquement le projet de train de passagers Montréal-Sherbrooke de M. François Rébello et de son OBNL, Fondation Train de nuit, et s'engage financièrement à la hauteur maximale du montant stipulé dans la section « Contribution des villes » du document intitulé « Budget, étude de faisabilité », à savoir 5 000 $ pour la réalisation d'une étude de faisabilité du dit projet, conditionnellement à l'obtention d'une subvention suffisante du Fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités et de la contribution des autres municipalités et de nommer M. Robert Ranger comme représentant de la Ville de Magog au comité de travail. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, vente d'une parcelle de terrain à FEC Technologies Inc., proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog vende à FEC Technologies Incorporée une partie du lot 5 238 863 d'une superficie de 1 858 mètres carrés pour le prix de 18 807,46 $ plus taxes applicables et autres considérations. La vente est faite à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche aux conditions indiquées dans la promesse signée par FEC Technologies Incorporée. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, finances 7.1, et ça, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes dans la salle. Octroi de contrat pour la reconstruction partielle au centre communautaire. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville, par avis public, a obtenu des prix pour la reconstruction partielle après le sinistre au centre communautaire. La soumission ouverte est la suivante. Nom de l'entrepreneur, Grondin Marois Incorporé, 120 800 $. Option sablage et vernis du plancher de la salle au Villa Bergeron, 14 500 $. Entendu que Grondin Marois Incorporé est le seul soumissionnaire et qu'il est conforme. Entendu qu'après discussion avec l'assureur, il s'avère plus profitable et rentable de procéder au changement du revêtement de plancher de la salle au Villa Bergeron plutôt que de retenir l'option sablage et vernis prévue à la soumission de Grondin Marois. Le changement du plancher occasionne un surplus de 21 950 $ avant taxe pour un montant total de 142 750 $ avant taxe. Entendu que l'assureur a évalué le coût des travaux à la somme de 138 772,28 $ avant taxe, le tout pour une différence de 3 977,72 $ avant taxe. Entendu que l'assureur accepte d'assumer 50 % de la différence entre son évaluation et le coût des travaux, soit la somme de 1 988,86 $, et ce, en plus de la somme initiale de 138 000 et 138 772,28 $, pour un total de 140
140 761,14 avant taxes. La Ville souhaite également profiter de la réalisation de ces travaux pour installer une surface spécialement conçue pour la danse sur le plancher de la salle ou Villa Bergeron. Le coût d'installation de cette surface est de 2 750 avant taxes. Je propose donc que le contrat pour la reconstruction partielle après sinistre au centre communautaire soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Grondin-Marois Incorporé, pour un total de 142 750 avant taxes, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 28 septembre 2015, tel que modifié en date du 11 novembre 2016. Que le contrat pour l'installation d'une surface spécialement conçue pour la danse sur le plancher de la salle au Villa Bergeron soit également octroyé à Grondin-Marois Incorporé pour un total de 2 750 avant taxes. Que cet octroi de contrat soit conditionnel à l'approbation définitive de la compagnie d'assurance AIG du Canada, du remboursement par ceux-ci à la Ville de la somme de 140 761,14 avant taxes, à l'exclusion de la franchise applicable. Le contrat est à prix forfaitaire. Donc, vous aurez compris qu'il y a eu de la négociation avec les assureurs puis que ce n'est pas un dossier qui est simple. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Merci. Donc, on prévoit que les travaux seront terminés, si tout va bien, quelque part en janvier, mais on espère pouvoir libérer la salle pour les parties des fêtes, parce qu'il y a plein de gens qui réservent la salle pour les festivités du temps des fêtes. Donc, on va mettre l'emphase là-dessus, c'est notre objectif. Donc, on serait rendu au point 7.2, octroi de contrat pour la fourniture d'habits de combat proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville a sur invitation demandé des prix pour un achat regroupé avec la municipalité du canton d'Offord pour la fourniture d'habits de combat pour une période de 3 ans. Le nom d'entrepreneur, c'est Aéro Feu Limité. 28 habits de combat pour la Ville de Magog au coût de 55 944. 12 habits de combat pour le canton d'Offord au coût de 24 201. Donc, un total de 40 habits de combat pour un montant de 80 145. Aéro Feu Limité est le seul soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour un achat regroupé avec les municipalités du canton d'Offord pour la fourniture d'habits de combat pour une période de 3 ans soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Aéro Feu Limité, pour un total de 80 145 avant taxes, pour une période de 3 ans, dont 28 habits de combat pour la Ville de Magog, au montant de 55 944 avant taxes, et 12 habits de combat pour la municipalité du canton d'Offord pour un montant de 24 201 avant taxes, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur. Le contrat est à prix unitaire pour une période de 3 ans. L'estimation pour la Ville de Magog, c'était 58 800 et le coût, c'est de 55 944. Et on avait invité 3 soumissionnaires, même s'il n'y en a qu'un seul. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 7.3, octroi de contrat pour l'acquisition de fourgons neufs, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison de fourgons neufs. Non, l'entrepreneur, vous avez 2 scénarios. Scénario 1 pour 1 fourgon et scénario 2 pour 2 fourgons. Jacques-Olivier Ford, 32 393 pour 1, 64 786 pour 2. Sherbrooke Nissan, 37 500 pour 1, 74 000 pour 2. Magog Ford 2000 Inc., 37 771 et 75 542. Jacques-Olivier Ford est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture et la livraison de fourgons neufs soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford, pour un total de 64 786 avant taxes, selon le scénario 2, qui comprend 2 fourgons suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur. Le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement à l'ouverture de soumission, le montant avait été estimé à 70 000 Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie.
Maintenant, au 8.1, avis de motion du règlement d'imposition et de tarification 2016, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bélanger. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, un règlement relatif aux impositions et à la tarification pour 2016. Maintenant, au 8.2, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux au Jardin Champêtre Magog Inc., proposé par la conseillère Diane Pelletier. Selon le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il apparaît que les installations septiques seraient non conformes aux normes prescrites par la loi sur la qualité de l'environnement. Suivant l'article 41 de la loi sur les permis d'alcool, la Régie des alcools, des courses et des œufs doit refuser de délivrer un permis dans un tel cas de non-conformité. La Direction de la sécurité incendie est également dans l'impossibilité de procéder à l'analyse complète du dossier, étant donné qu'elle est toujours dans l'attente des plans d'architecte nécessaires à cette fin, devant être fournis par l'établissement. Je propose que la Ville de Magog s'oppose à la demande présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux par Au Jardin Champêtre Magog Incorporé pour l'addition de 2 permis de restaurant pour servir et 2 permis de restaurant pour servir sur terrasse suite à la session. Appui par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un journalier à la division bâtiment, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que M. Simon Roy soit embauché comme salarié permanent au poste de journalier division bâtiment à compter du 17 novembre 2015 aux conditions de la convention collective et qu'il soit rémunéré à l'échelon 2 de la classe 3 des taux de salaire. Appui par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Peut-être mentionner que M. Roy va remplacer M. Godu, qui a changé de département. Merci. Au point 9.2, embauche d'un journalier régulier à la direction des travaux publics, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que M. Steve Boulanger soit embauché comme salarié régulier en période d'évaluation au poste de journalier à la direction des travaux publics à compter du 17 novembre 2015, aux conditions de la convention collective, et qu'il soit rémunéré à l'échelon 1 de la classe 3 à des taux de salaire. C'est aussi un remplacement. Appui par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 9.3, contrat d'une conseillère en communication contractuelle proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que Mme Céline Ruel soit réembauchée comme employée non syndiquée contractuelle au poste de conseillère en communication à l'échelon 6 de la classe 4 pour une durée d'1 an, et ce, à compter du 1er janvier 2016, conformément aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués. Appui par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 10, environnement et aménagement du territoire. 10.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose donc que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Les adresses des travaux, le 282 rue Cabana, le type de permis, c'est un permis de construire. 170-172 rue Mérénard, certificat d'autorisation. 1957 rue Sherbrooke, certificat d'autorisation. 48 rue des Pins, certificat d'autorisation. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 10.2, demande de dérogation mineure pour le 386 rue Bordelot, proposée par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une marge latérale de 0 mètre, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit une marge minimale de 2 mètres. Le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Attends un petit peu. Ah, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 2 octobre 2015 pour Mesdames Anne B. Yost et Mary J. Yost concernant le lot 4460-881 situé au 386 rue Bordelot soit accordée. On vient ici légaliser des travaux qui ont été faits en 1988, mais travaux réalisés avec permis. Appuyé par le conseiller Steve Robert.
Je l'appuie. Maintenant, au 10.3, dérogation mineure pour le 332 rue Roland-Dion, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre une fenestration faisant face à une rue de 7,0 % de la surface d'élévation, alors que le règlement de zonage 2368-2010-2010 prévoit un minimum de 10 %. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 1er octobre 2015 pour M. Jérémy Lacroix concernant le lot 4 225 310 situé au 332 rue Roland-Dion soit accordée et cette dérogation est accordée à une condition pour atténuer son impact. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au 10.4, octroi de contrat pour les services professionnels reliés aux travaux d'infrastructure 2016, proposé par le conseiller Robert Ranger. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux d'infrastructure 2016, secteur rural. Nom de la firme, WSP Canada Incorporé, prix global avant taxe 149 000, pointage final 10. Le nom de la firme, les services EXP Incorporé, 154 437, pointage final 9,71. Les consultants SM Incorporé, 212 630, pointage final 7,05. CIMA plus SENC, 198 358, pointage final 6,65. Roche limitée, 247 248. Prix global corrigé avant taxe, 247 148. Pointage final, 4,89. La firme WSP Canada Incorporé a obtenu la meilleure note finale. Je propose que la firme WSP Canada Incorporé soit mandatée pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructure 2016, secteur rural, pour un total de 149 000 avant taxes, suivant les conditions d'appel et son offre de service. Le mandat est à prix unitaire. Je propose que le mandat relatif à la partie exécutée ainsi que les honoraires professionnels s'y rapportant sont conditionnels à l'obtention de toutes les approbations légales requises et à la mise en vigueur du règlement d'emprunt relatif aux travaux ainsi qu'à la réalisation des travaux. La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de l'adjudicataire en fonction des critères suivants, le tout conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes. Non-respect des délais de livraison ou des échéanciers documentation fournis inadéquate, mauvaise communication ou collaboration qualité insatisfaisante, des services rendus, non-respect des diverses spécifications requises par la Ville de Magog dans son appel d'offres. Cette évaluation sera faite par la personne occupant le poste d'ingénieur municipal. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 178 479,75. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 10.5, mise à jour des coûts des travaux du nouvel écocentre, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville réalise actuellement des travaux de construction d'un nouvel écocentre et prolongement des services sur la rue Tanguay. Le projet a un budget de 1 800 000 $. Le coût du projet a été révisé en juin 2015 à 1 859 669 $. Les travaux supplémentaires totalisant 98 473 $ sont nécessaires, portant le coût total du projet à 1 958 142 $. Je propose que le Conseil municipal autorise la réalisation du projet selon les coûts révisés de 1 958 142 $ et le financement révisé suivant. Surplus matières résiduelles, 1 433 256 fonds de roulement, 177 040 $,
Recettes excédentaires de tarification des matières résiduelles 2015, 241 754. Recettes excédentaires 2015 d'autres ressources, 106 092, pour un total de 1 958 142 000 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Alors, pour votre information, les travaux de l'éco-centre sont presque terminés. Donc, on devrait pouvoir inaugurer le tout au début de l'année 2016. Point 11, travaux publics. 11.1, autorisation de travaux sur des installations septiques non conformes, proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. Des inspections ont permis de démontrer la présence d'installations septiques non conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées à l'égard de 4 immeubles qui sont les suivants: 1160 chemin d'Ayerscliff, 515 rue Bordelot, 477 chemin Carrière, 587 rue Gauvin. Attendu que des avis de non-conformité de l'installation septique ont été transmis aux propriétaires de ces immeubles et qu'ils ont fait défaut de réaliser les travaux correcteurs requis. La loi sur les compétences municipales autorise la Ville de Magog à rendre conforme tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée aux frais du propriétaire. Je propose que la Ville de Magog avise par écrit les propriétaires des immeubles mentionnés au préambule qu'ils doivent effectuer les travaux requis pour rendre leur installation septique conforme à la réglementation dans le délai qui sera indiqué. Qu'à l'égard des immeubles pour lesquels les travaux n'auront pas été effectués par le propriétaire dans le délai imparti, la Ville réalise les études et travaux requis. Les coûts reliés aux interventions de la Ville sont à la charge des propriétaires et sont assimilés à des taxes foncières conformément à l'article 96 de la loi sur les compétences municipales. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 12, culture, sport et vie communautaire. 12.1, diverses demandes de soutien proposées par le conseiller Steve Robert. Je propose que la Ville de Magog verse la somme équivalente à 50 du coût de location de la salle du Vieux Clocher de Magog jusqu'à concurrence de 350 à la Fondation Christian Vachon à titre d'aide financière pour l'organisation d'une soirée pour les bénévoles qui s'est tenue le 3 novembre 2015. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 12.2, demande d'autorisation de la Banque alimentaire Manfred-Magog, proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la Ville de Magog autorise la Banque alimentaire Manfred-Magog à tenir annuellement la grande guignolée des médias le premier jeudi du mois de décembre de chaque année, de 11h à 13h30, à l'angle des rues Sherbrooke et Calixa-la-Vallée, face au Provigo-le Marché. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au 12.3, programme de soutien à la pratique artistique 2015, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville octroie des bourses pour un total de 2 964,50 réparties de la façon suivante: musique, théâtre, art numérique. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 12.4, entente avec le club de voile Manfred-Magog, proposé par le conseiller Pierre Côté. Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, une entente concernant la gestion du site du club de voile Manfred-Magog avec le club de voile Manfred-Magog. Cette entente a pour but de confier au club de voile la responsabilité de gérer le bâtiment de service, la descente à embarcation non motorisée, ainsi que l'offre d'activités reliées à la voile, incluant une somme de 10 000 par année, durée de 3 ans, liée directement au maintien des équipements et infrastructures du club de voile. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 12.5, entente triennale avec le club de curling et social de Magog Limité, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, une entente concernant l'octroi d'une aide financière avec le club de curling et social de Magog Limité. Cette entente a pour principal objet d'appuyer financièrement l'organisme dans son offre d'activités aux citoyens de Magog. L'aide financière est équivalente au montant des taxes foncières annuelles pour un maximum de 9 000 $ par année et l'entente est de 3 ans. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au 12.6, fin de l'entente avec la Société d'histoire pour la gestion des biens meubles de la Maison Murray, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Une entente a été conclue le 8 octobre 2009 avec la Société d'histoire pour la gestion des meubles de la Maison Murray.
Entendu que la clause 7 de la dite entente mentionne qu'advenant la fin de l'entente, tous les meubles acquis par la Société d'histoire de Magog en application de l'entente seront soumis à la Ville sans frais. L'avenant 1 de la dite entente, signé le 29 juin 2011, mentionne que l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à l'entente avec un préavis écrit de 60 jours. Entendu qu'un projet de mise en valeur de la Maison Murray est en cours de réalisation et que plusieurs biens meubles sont d'intérêt pour le concept d'interprétation et sont un héritage à conserver pour la communauté magogoise, je propose donc que la Ville de Magog mette fin par écrit à l'entente concernant la gestion des meubles de la Maison Murray avec la Société d'histoire de Magog et devienne ainsi propriétaire de tous les biens meubles. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Au 12.7, don des biens meubles de la Maison Murray, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Attendu qu'un projet de mise en valeur de la Maison Murray est en cours de réalisation et que plusieurs biens meubles localisés à la Maison Murray sont d'intérêt pour le concept d'interprétation et représentent un héritage à conserver pour la communauté magogoise, attendu que la Société d'histoire de Magog et la Ville de Magog ont déboursé en 2009 respectivement un montant en argent de 10 000 pour l'acquisition des biens meubles localisés à la Maison Murray. Attendu que la firme Musée au Conseil a fait l'analyse des biens meubles localisés dans la Maison Murray dans le cadre du projet d'interprétation de la Maison Murray, je propose que la Ville de Magog conserve les biens meubles énumérés dans la liste 1 intitulée « Objets à conserver pour le concept » et en assurer l'entreposage d'ici la fin des travaux de la Maison Murray. Que la Ville remette sous forme de dépôt ou de don les biens meubles de la liste 2, intitulés « Objets à proposer à des musées », qui proviennent possiblement de la famille Murray, mais qui ne sont pas pertinents pour le concept d'interprétation à une institution muséale à but non lucratif ayant pour mission de collectionner, préférablement en Estrie. Que la Ville remette sous forme de don les biens meubles de la liste 4, intitulés « Objets à remettre à la Société d'histoire », ainsi qu'environ 1000 biens meubles non répertoriés afin que la Société d'histoire de Magog puisse les vendre à des fins d'autofinancement. Dans le cas où le montant récolté lors de cette activité de financement soit inférieur à 10 000, la Ville de Magog accordera une subvention à la Société d'histoire de Magog équivalent à la différence entre le montant récolté et 10 000. L'estimation des biens, je pense que c'est alentour de 25 à 30 000 piastres, je pense, qui avait été faite. Fait qu'on devrait être bon pour entrer dans notre montant. Que la Ville remette aux vendeurs et anciens propriétaires, M. Ernest Garfield et Mme Joyce Ann Wood, les biens meubles de la liste 3 intitulés « Objets à remettre au Field », qui ne seront pas utilisés dans le concept d'interprétation conformément à l'annexe B de l'acte de vente de la Maison Murray. Que dans l'éventualité où le projet de mise en valeur de la Maison Murray ne se concrétise pas ou se modifie, une réévaluation de la liste 1 des biens meubles sera à effectuer pour déterminer les biens pertinents à remettre sous forme de dépôt à une institution muséale à but non lucratif et à ceux à remettre à la Société d'histoire de Magog. Alors, vous avez compris qu'il y a eu tout un travail pour faire le tri des biens meubles. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 12.8, entente triennale d'appui à la gestion de la Société d'histoire de Magog, proposée par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente triennale concernant l'appui à la gestion de Société d'histoire de Magog. Cette entente a pour but de soutenir l'offre d'un service aux citoyens sur l'histoire de Magog et ses environs, tant au niveau de la conservation, la connaissance, la diffusion, l'animation et la recherche. Cette entente permet à la Ville d'apporter, d'une part, un soutien au financement de base à l'organisme et, d'autre part, un soutien au développement et à la mise en œuvre de projets. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Merci. Donc, il n'y avait rien dans les affaires nouvelles. Au point 14, Mme la greffière, dépôt de documents. Oui, alors ce soir, on procède au dépôt de la liste d'embauche du personnel temporaire saisonnier et étudiant au 9 novembre 2015. Et puis, on procède au dépôt du rapport des statistiques de permis émis au 31 octobre 2015.
Merci. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période de questions ou commentaires maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes et d'essayer d'être le plus synthèse. Si je peux vous répondre sur le champ, je le ferai. Sinon, il y a à l'arrière des formulaires que vous pouvez compléter pour qu'on puisse vous faire un suivi. Donc, la parole est à vous. Merci, Mme la mairesse, monsieur et madame les conseillers, conseillères. Je vais commencer avec du bonbon mélangé, si vous permettez. Il ne faut pas dépasser. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Maheu. Mon nom est Ronald Maheu, heureux citoyen de Magog. D'abord, pour ce qui est de la réunion de ce soir, là, au 5.2, demande d'appui pour la journée de sensibilisation du cancer de la prostate. Je n'ai pas su si c'était oui ou non, vous acceptiez, puis si oui, quel est le montant que vous leur accordez? Ce n'était pas une demande d'aide financière, c'était juste une demande de décréter le 19 novembre une date où on soulignait, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Alors, pour l'éco-centre, oui. J'ai de la misère à comprendre quelle est la politique de la Ville par rapport à... Moi, j'y vais à l'éco-centre parce que j'aime pas laisser mes toutes choses traîner, puis je vais à l'éco-centre pour déposer différentes choses comme beaucoup de citoyens le font. C'est quoi le taux? On va déposer du métal, ça ne coûte rien. On dépose du bois, ça coûte quelque chose. Ça marche par le nombre de verges. C'est quoi la politique? Pourriez-vous m'instruire là-dessus? Oui, bien en fait, on va revoir notre politique de prix avec l'ouverture du nouvel éco-centre. Fait qu'on va vous revenir avec des tarifications. Mais le principe de base est le suivant. Certains matériaux nous coûtent quelque chose à se départir. Okay. D'autres matériaux, on peut les vendre. OK. Fait qu'on regarde comment ça coûte les opérations. Vous devriez nous payer quand on n'a pas de matériaux pour les vendre. Non, parce qu'il y a quand même des opérations pour les gérer. Mais donc, c'est ça surtout les matériaux de construction, ça coûte cher sans départir. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un tarif. Mais tout ça va être revu parce que l'objectif ultime, c'est de détourner de l'enfouissement. C'est ça l'objectif. Alors, aussi, j'aimerais vous dire, compte tenu de ce qu'on a entendu à date, que je suis tout à fait d'accord avec M. Gauthier, que quand quelqu'un demande une évaluation puis qu'il gagne son évaluation, il ne devrait pas payer 150$, pas plus que celui qui passe au feu va payer pompier pour éteindre le feu. C'est l'ensemble des citoyens qui... C'est une belle analogie. Bien, en tout cas, utilisateur-payeur, là, il faut vous conseille fortement de penser. Bien, je veux vous annoncer, Madame la mairesse, que j'ai des bonnes nouvelles. Je suis très de bonne humeur concernant la MADA. Oui, bon. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais un petit peu impatient, puis je disais, coudonc, la Ville, ils veulent-tu en avoir une MADA ou s'ils n'en veulent pas? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une MADA, bien, c'est une municipalité amie des aînés. Et puis, je regardais certaines statistiques de documents que j'ai eus à date, et puis... actuellement, là, des 65 ans et plus dans Magog, on représente 22 % de la population. Fait que c'est assez important. Je ne donnerai pas toutes les statistiques de tous les âges, j'ai juste 5 minutes. Puis je voudrais vous dire que j'ai rencontré récemment Marie-Claude Viault à la Ville et elle est en train de préparer la demande, puis donner ça à Mme Gagnon, je pense, aujourd'hui, puis vous serez appelés à vous prononcer là-dessus. Oui. Mais je pense que c'est une priorité pour les membres du conseil d'avoir une MADA, parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, la majorité des gens, majorité des municipalités au Québec, 85 % des gens sont sous une MADA, puis nous autres, à Magog, on ne l'avait pas encore. Puis ça nous tient à cœur, puis ça tient à cœur à l'OQDR, dont je suis le président par intérim avec une madame que vous connaissez bien, Louisette Latulippe, qui ça me dit vaguement quelque chose. Qui est coprésidente avec moi en remplacement d'une dame qui, avec courage, combat le cancer actuellement, qui est Mme Boisvert. Oui. Alors, Mme Latulippe et moi, on essaie de représenter l'OQDR adéquatement. Mais vous saviez qu'on attendait le renouvellement du programme? Ouais. Il a été renouvelé. On peut procéder. Bien, c'est ça. Voilà. Fait que vous avez les sous. Les 2 tiers seront payés par la province, si je ne fais pas erreur. Oui. Et j'aimerais bien faire partie de ce comité-là parce que ça me tient à cœur que la Ville de Magog soit dotée d'une MADA le plus vite possible. Et ça prend, ce qu'on me dit, là, environ 21 mois avant de l'avoir. Oui, parce qu'il faut faire un plan d'action et tout. Bien voilà. Puis le plan d'action va être bien, puis je pense qu'on va avoir la plus belle MADA de toute la province. Parce qu'on a la plus belle ville. Merci. Je voudrais remercier M. Jean-Guy Gingras qui, lors de ma dernière intervention ici, le lendemain, il m'a rencontré pour me donner certains documents.
Et puis, j'ai beaucoup de documents sur l'AMADA, fait que je pense que je vais pouvoir être utile. Comme deuxième point, Madame la mairesse, j'aimerais lever mon chapeau bien haut à un de nos citoyens qui s'appelle Louis-Michel Côté, qui était président du soccer mineur pendant nombre d'années. Oui. Je n'ose pas dire le nombre d'années, mais je ne le sais pas. Je sais que c'est au-delà de 8 ans. Fait que des gens qui sont présidents d'une organisation sportive ou sociale ou de quelque organisation que ce soit, qui sont capables de garder cette bac-là pendant 8 ans, on voit le nombre de jeunes qui en ont profité. Alors, des gens comme Louis-Michel Côté, je pense que la population, il doit un coup de chapeau. Puis, je me rends compte qu'on ne peut pas nommer de nom de rue à Magog avant que quelqu'un soit décédé. Cependant, dans certaines municipalités, on n'a qu'à penser à Thetford Mines qui ont l'aréna Gosselin, Mario Gosselin, qui était premier cerbère des cantonniers, et puis Marcel Dionne à Drummondville. Pourquoi on n'aurait pas un terrain qui serait au nom de Louis-Michel Côté? Je pense que ça y rendra hommage pour tout le travail qu'il a fait. Bien, la présidente de Toponie elle prend des notes, là, puis Ouais, elle c'est va ça. pouvoir ramener ça à sa commission. C'est ça. Alors, encore une fois, bien, je profite de l'occasion pour vous dire à quel point j'apprécie comme citoyen la soirée des bénévoles que vous faites chaque année. Vous rendez hommage, puis d'année en année, c'est toujours de mieux en mieux. Puis vous avez beaucoup de monde qui assiste à ça, puis c'est des gens qui le méritent. Fait que je vous dis chapeau à toutes vous, Madame la mairesse et tous les conseillers pour cette belle soirée qu'on a annuellement. Merci. Merci. Allez-y. Bonsoir à vous tous. Suzanne Dupont de l'Association des retraités de la ville de Magog. Oui, j'aurais un commentaire et une question. Juste vous approcher du micro pour faciliter l'écoute. Merci. Okay. Je voudrais savoir, quand tu entends délibérer la salle pour le temps des fêtes, ça veut dire quoi, Madame la mairesse? On n'a pas de date. On n'a pas de date. Non, on octroie les travaux cette semaine. En fait, j'ai même dit on espère. Alors, l'objectif, c'est d'être capable d'honorer nos ententes pour le temps des fêtes, mais je n'ai pas plus de précision. Ça va dépendre comment ça va aller au niveau des travaux. Bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle que les contrats ont commencé à libérer. Juste pour vous dire que nous, l'association, on a quand même 300 membres et on trouve ça très difficile de ne pas pouvoir se servir de la salle au Villa Bergeron. On a perdu beaucoup de membres, puis nos activités sont pratiquement 5 jours semaine. On a des activités à tous les jours, puis je pense qu'on est, sans vous le dire, qu'on trouve ça difficile, puis que les membres ils nous posent des questions tout le temps. Fait qu'on avait le goût ce soir de venir vous poser la question, voir s'il y avait comme un petit espoir. C'est sûr qu'il faut planifier nos choses, nous aussi. Ouais. D'avoir un petit espoir si on peut retourner dans le temps des fêtes, là. On comprend et on aurait tellement aimé que ça se fasse plus vite. C'est vraiment une question d'assurance, le problème. On ne pouvait pas commencer les travaux sans avoir le feu vert des assurances. On apprécie aussi l'aide que vous nous avez apportée pour le stationnement. C'est sûr qu'on stationne, vous nous avez apporté de l'aide là, à propos des stationnements, qu'on peut stationner des 2 heures et plus, fait qu'on l'apprécie. Ça, merci. Fait plaisir. Bonjour, Madame la mairesse, Monsieur et Madame les conseillers. Mon nom est Ghislain Roux, je représente les membres du hockey mineur de Magog. C'est rare que je viens lors de ces soirées-là. Par contre, oui, surtout qu'il y a un match des Canadiens en plus. Ça doit être une torture épouvantable. Il y en a d'autres ici dans la salle, je crois. Écoutez, j'ai sorti la semaine passée, comme à chaque année, au niveau des membres du hockey mineur, les journalistes nous appellent en fonction de savoir comment ça se passe à chaque année, chaque début de saison au niveau du hockey mineur. Cette année, heureusement, on a appris une belle augmentation au niveau des membres. En principe, c'est une excellente nouvelle. Par contre, au niveau des heures de glace à Magog, comme que ça a été titré au niveau des journaux, ça devient extrêmement difficile. Nous avons atteint le cap des 340 membres. Donc, si on repart de 5 ans avec les pertes, et puis maintenant, on est en augmentation. Le retour des pertes et les gains. Ce qui fait, avec les coupures qui ont été annoncées à Stansted, qui est une première, fait que pour ceux qui pensaient que Stansted était une piste de solution pour le hockey mineur, ce n'est pas le cas. Stansted nous a coupé 35 heures en heure de glace. Ce qui fait qu'on a 26 équipes, OK, pour 16 heures de glace par semaine. S'il y a un match des cantonniers, on tombe à 12 heures de glace par semaine. Moi, à l'interne, qu'est-ce que je fais sur le terrain présentement? C'est que j'essaie de travailler avec Judith à la ville et les organismes pour trouver des pistes de solutions à l'interne.
Mais présentement, ça ne débloque pas. Dans le sens qu'on a besoin peut-être d'un petit peu d'aide de la Ville, des gens de la Ville pour nous aider. On a des pistes de solutions. J'ai sorti sur Sport Plus, sur le site Internet de la Ville, des petites options. Par contre, ça nous prendra un petit peu d'aide pour avancer de là-dedans, parce qu'il y a des politiques internes qui sont installées. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir? Ce qui arrive entre-temps, avant de trouver des solutions, c'est que présentement, on coupe ou on met 3 équipes sur une même glace, que c'est un non-sens, puis c'est une première à Magog en 5 ans que moi, j'ai jamais vu ça. 3 équipes qui pratiquent en même temps. À Tombe et Novice, c'est arrivé. Pire que ça, les dimanches matins, le gain du hockey mineur a fait que ça a crié, ça a été difficile, mais par contre, ça a provoqué une augmentation de ces jeunes-là. On est allé chercher 30 d'augmentation des inscriptions au hockey mineur dans ces groupes d'âge-là. Par contre, ça nous amène des heures de glace. J'ai fait des demandes la semaine passée pour 20 minutes supplémentaires pour être capable de rentrer 2 matchs et puis de garder nos jeunes mags-là, 48 jeunes, puis en dedans d'une semaine, on n'a pas pu trouver la solution. Ce qui est arrivé, il a fallu que j'ai cancel. 48 jeunes un dimanche matin qui ne peuvent pas pratiquer. Fait que je demande à la Ville ou à des gens s'ils peuvent nous aider assez rapidement à trouver une solution. Ça, c'est la première des questions. OK. À la commission loisirs, sport et vie communautaire, vous allez en reparler? OK. Ça, c'est des solutions temporaires. Temporaires, évidemment. La deuxième des solutions, la deuxième des choses qui est arrivée, c'est que quand je dis que Stanton nous a coupé 35 heures, c'est que c'est la première fois à 5 ans que ça arrive. Puis ça peut arriver encore l'année prochaine. C'est que d'habitude, la Ville a un contrat avec l'Arena Pat Burns qui fait qu'en moyenne, en 5 ans, j'ai targeté 168 heures. Ça veut dire plus ou moins 5 heures, ça a été stable pendant 5 ans. Cette année, pour la première fois, Stanton nous annonce qu'ils ne peuvent pas respecter le même nombre d'heures qu'on a en banque. Mais le contrat n'est pas signé. Ce que je sais que j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on peut s'y prendre d'avance au mois de mai, genre, puis leur dire, on veut signer un contrat pour l'Association des membres du hockey mineur avec 170 heures de plancher. On ne dépasse jamais 180, mais au moins commencer avec un plancher puis signer tôt pour pas qu'on se fasse prendre le 1er novembre avec une baisse de 35 heures. Là, présentement, j'ai des matchs, j'ai 23 matchs là, avec les coupeurs que je ne peux pas récéduler ou qui vont être cédulés sur des heures tardives. Ça veut dire que les dimanches soirs, à 21h ou à 22h, pour la première fois, en je ne sais pas comment d'années, puis je ne parle pas de juniors, il y a des jeunes qui vont jouer à ces heures-là, puis le lendemain, ils ont de l'école. Fait qu'on a atteint un plafond qui n'est jamais arrivé à Magog, je pense, je ne sais pas si c'est dans l'histoire de Magog, mais en tout cas, dans les 5 dernières années, on n'a jamais vu ça, puis il y en a qui vont crier tantôt. Là. Est-ce que, parce que j'aimerais pouvoir vous répondre sur le champ là-dessus, mais je ne peux pas. Il va falloir qu'on en parle à la commission. Est-ce que vous avez rempli un formulaire en arrière que je puisse, parfait, juste le laisser à la greffière, que je puisse vous faire un suivi personnalisé? Parfait. Puis en terminant, au nom des membres, c'est que suite à ces annonces-là, puis suite aux arrêts qu'on publie, moi, je veux dire, en tout temps, j'essaie de donner au moins une demi-glace à tous les membres. C'est mon minimum, je travaille fort en ce sens-là, puis j'essaie de l'expliquer. Maintenant qu'on déborde, là, c'est que présentement, la question qui revient, c'est qu'il y a un projet de deuxième glace. Il y a un comité qui a été formé, et puis le sujet, présentement, là, il n'y a plus d'actualité publique. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on entend que les conseillers sont divisés. On n'en sait pas plus. Les membres, la question, c'est que le projet, c'est quoi la prochaine étape au niveau du comité pour le projet de deuxième glace? OK. Bon, ça, je peux quand même vous répondre. Ouais. En fait, on va en discuter en lac à l'épaule la semaine prochaine. Vous savez que si un projet de deuxième glace, il n'est pas prévu dans le plan triennal d'immobilisation, donc ça devra être un PPP, comme on avait imaginé, avec un partenaire, parce qu'on n'a pas nécessairement les fonds au niveau de la municipalité. Donc, ça va être débattu au lac à l'épaule. Et puis après ça, j'imagine qu'on va pouvoir vous revenir assez rapidement avec un alignement. S'il nous manque des informations, aller chercher l'information qui nous manque. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre contribution au comité de travail parce que vous avez contribué à donner beaucoup d'informations qui sont essentielles pour être capable de bien comprendre ce qui se passe. Il y a juste les usagers qui peuvent nous dire comment ça se vit sur le terrain, là, à moins, nous, de fréquenter régulièrement l'aréna. Je sais qu'il y a un exercice qui a été fait, mais par contre, pour la simplifier. Moi, je l'ai simplifié. Okay. Donc, ça peut aider des membres à comprendre un petit peu plus les besoins puis ce qui se passe dans l'aréna. Je suis bien positionné pour le faire, puis je peux aider n'importe qui ou pour une rencontre. Ça me fait plaisir de le faire pour les gens. Là. Peu importe l'organisme, c'est pas juste pour le hockey, là, à l'aréna sur ce qui se passe puis les besoins futurs et moyens. Excellent. Tu as juste laissé votre formulaire à Mme Lavigne. Merci. D'autres questions, commentaires? Bonsoir, Michel Raymond. Bonsoir. Concernant le fameux îlot Torigny, oui. C'est pourquoi vous avez autorisé la restauration 5000 pieds carrés pour la restauration, alors que ça n'a rien à voir avec les technologies. Et si on regarde 5000 pieds carrés, c'est l'équivalent de 5 bungalows en surface. Oui, bien en fait, on ne voulait pas des bureaux au premier plancher.
Ça, c'était clair. Et la restauration est déjà permise. Ce que vous remettez en question, c'est plus la superficie. Mais pour répondre à votre question, dans la vision qu'on avait imaginée de ce secteur-là, c'est sûr qu'on ne voulait pas au premier plancher des bureaux. Donc, on veut au premier plancher des commerces qui va avoir, pour que ce soit la continuité de la rue principale. Puis après ça, aux étages supérieurs, ça peut être des bureaux. Donc, c'est pour ça. 5 000 pieds carrés, c'est vrai que c'est beaucoup, mais il n'y aura pas un restaurant de 5 000 pieds carrés en passant. C'était juste parce qu'on a changé aussi le zonage pour les autres superficies pour permettre des commerces là, qui soient plus grands. Mais il n'y aura pas de restaurant de 5 000 pieds carrés, mais il pourrait en avoir 2, 3 différents, là, dépendant de ce qu'il va louer comme espace. Donc, ce sera pas... Il y en a plus que moins, mais il n'y aura pas un restaurant de 5 000 pieds carrés. Oubliez ça. Le marché de Magog ne peut pas prendre ça, je pense pas. Pourquoi vous avez gardé le volet restauration alors que, si on regarde le centre-ville, il me semble qu'il y en a en masse de restaurants? Oui, Pourquoi vous mais avez le pas gardé? promoteur, en ce moment, ne parle pas d'amener... en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, quoique on sait qu'il y a plein de locaux de vide puis il peut s'ouvrir un autre restaurant demain matin. Ça, c'est la loi du marché, là. Mais le promoteur, actuellement, courtise une entreprise qui est déjà ici. Donc, c'est pas un concurrent supplémentaire. C'est pas son objectif. Mais il me semble que quand on regarde, on se promène sur la rue principale, là. Oui. C'est pas très, très agréable de regarder le monde manger dans leurs assiettes. Il me semble que si on regarde le monde qui vient pour visiter les boutiques, là, il me semble que ça aurait été un endroit pour avoir justement des boutiques pour continuer. Le zonage le permet. Le zonage le permet. Au premier plancher, là, c'est le même zonage que la rue principale. Oui. Mais vous avez quand même rajouté volet restauration. Non, il était déjà là. Ouais, mais Ce qu'on a ouais. rajouté, c'est de permettre 5 000 pieds. plus grand. C'est ça, C'est exactement. pas mal plus grand, quand même 5 000 pieds carrés comparé à... Mais le concept, le promoteur nous l'a demandé parce que le concept, c'est de permettre aux gens qui vont travailler là de manger sur place. Vous savez, comme moi, qu'ils ne mangeront pas là 5 jours semaine parce qu'ils vont s'écœurer. Moi, je fais le tour des restaurants. Je les encourage à tour de rôle. Je ne mange pas toujours à la même place, là. Mais c'est un peu c'est la philosophie derrière ça. Les gens de TI, la façon qu'ils fonctionnent, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, là, mais c'est tout un concept. Ils s'entraînent sur place. Il y a un endroit pour manger. Il y a un environnement qui est créé. Donc, c'est le concept là, qui est derrière ça. On verra bien si on retienne notre permis. Concernant le fameux écocentre, oui. Vous avez autorisé 98 000 de suppléments. Oui. On peut-tu savoir c'est quoi, là, les suppléments? Oui. Vaguement. Je n'ai pas le formulaire sous les yeux, mais je sais qu'il y a une partie des travaux, un 60 000 là, qui est relié à un prolongement au niveau de la rue Tanguay pour permettre d'accueillir pas l'écocentre, mais la ressourcerie. Parce que vous savez, éventuellement, la ressourcerie va être à côté. Donc, le montant qu'on a déjà voté pour la ressourcerie, ce 60 000-là, va être déduit. Donc, il y a un 60 000 qui est attitré à ça. Sinon, je pense qu'il y avait des demandes supplémentaires dans le bâtiment. Là, je vais par cœur, mais, tu sais... Bon. Donc, il y a de l'aménagement supplémentaire pour 75 000, mais là-dedans, il y a un 60 000. Il y a des frais supplémentaires de laboratoire. Puis, il y en a qui touchent des modifications que nous avons demandées au bâtiment. Puis, il y a eu de l'excavation supplémentaire. Je vous remercie. Ça ressemble à ça. OK, bonsoir. Merci. On pourrait en prendre encore 2, certains. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Bélanger. Moi, ce serait pour savoir s'il y a eu des développements dans le dossier du stationnement de l'Offord Express. Ah! Vous, est-ce que vous êtes dans le secteur des travaux publics? Oui, OK, c'est ça. J'ai bien compris que c'était ça. En fait, oui, on regarde d'autres sites actuellement avec l'Offord Express. Vous avez été entendu par rapport à l'amendement de zonage. C'était clair pour nous qu'il y aurait pas, ça ne passerait pas un amendement de zonage dans ce secteur-là. Donc, on est en train de regarder d'autres sites potentiels, dont un qui serait dans une zone plutôt industrielle, fait que ça ne dérangerait pas de résidence. On a 2, 3 sites qu'on travaille avec le promoteur. Quand on va être plus fixé, on va pouvoir vous revenir, mais on ne parle plus de... Ce scénario-là est abandonné. Ah, merveilleux. Merci Des beaucoup. fois, on peut faire plaisir, tu sais, ça arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame la mairesse, Patrick Touzin, directeur adjoint à l'École secondaire La Ruche. Faire suite un peu à la demande là, de mon collègue, de notre concitoyen. C'est juste pour exprimer qu'à La Ruche, l'intérêt d'une deuxième glace est également convoité, je dirais. La réalité, on l'a déjà exprimé au comité deuxième glace, nos besoins en termes de développement. Présentement, on a un programme de hockey scolaire qui est en train de prendre de l'expansion. Nous sommes rendus maintenant à environ 90 jeunes dans le programme. Et si on voulait ajouter, présentement, on a les camps de la relève, on a également
une équipe cadette et une équipe juvénile. Si on voulait continuer, avoir à la chaîne, disons aussi à la base, travailler à la base avec une équipe benjamine, on serait contraint à des heures de glace qui ne sont pas disponibles sur temps scolaire. On déborde présentement avec une association en partenariat avec le hockey mineur sur du temps le soir pour les pratiques, pour les entraînements. Et puis, ça devient très difficile d'intégrer ça à l'intérieur de notre cédule, de notre horaire scolaire. Ce qui fait en sorte que certains garçons manquent un peu doivent se déplacer sur temps de classe et tout ça. Donc, ce n'est pas très facilitant dû à la contrainte d'heures de glace. Une autre optique, c'est que ce projet-là nous permet de la rétention de jeunes hommes à Magog, au lieu de s'exiler vers des programmes de hockey de niveau scolaire vers Sherbrooke ou des institutions privées. On les garde à Magog. Et puis même, on est capable de rapatrier des jeunes de notre commission scolaire au sein de notre programme à La Ruche, ici à Magog. Donc, on a des beaux programmes compétitifs. Présentement, on est un peu limité dans le développement. On essaie de pallier à ça avec des heures en gymnase. Les jeunes pratiquent environ 1 fois et demie par semaine sur glace pour les camps de la relève. Ça, c'est un plafond minimal. Il y a des équipes qui pratiquent à plus haut niveau que ça, en débordant avec des heures du hockey mineur le soir. Par contre, ça met de la pression aussi sur nos plateaux sportifs. On a été très bien servis à La Ruche avec le centre sportif, mais présentement, on est un peu victime de notre succès avec nos programmes au premier cycle aussi, qu'on donne beaucoup de temps en activités parascolaires, en options scolaires, ce qui fait en sorte que les plateaux, on a 9 plateaux et souvent les 9 plateaux sont occupés. C'est ça qu'on veut qu'ils bougent, nos jeunes. Exactement. On a atteint notre objectif, mais c'est un heureux problème avec lequel, j'espère, vous allez prendre le temps de considérer ma demande et de comprendre qu'on appuie le projet de la deuxième glace du côté de La Ruche. Parfait. Merci pour votre appui. D'ailleurs, on l'a vu dans le dossier de La Ruche aussi, hein, quand Monsieur Gingras pourra en parler longuement, là, mais quand on se débattait pour démontrer les besoins, on a vu aussi qu'une fois que c'est construit, l'attraction supplémentaire, puis justement de garder les jeunes les fuites qu'il y avait vers les écoles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis les compétitions qu'on peut accueillir maintenant de haut niveau, que ce soit la gymnastique, quand j'ai été voir ça, j'ai été ébahie, c'est extraordinaire, que ce soit la natation. Donc, on sait qu'un projet de deuxième glace, ça va avoir le même genre de retombées. On appuie énormément d'avoir l'appui des gens du milieu. C'est important de sentir que ça vient de la base, que c'est pas juste quelques élus autour de la table qui trouvent que c'est un beau projet, tu sais. Alors, oui. Après ça, on va clore, je crois. Denis Boudreau, secteur d'Omerville. Bonjour. Je viens aussi pour appuyer un peu le projet de la deuxième glace. Ma première question, c'est l'étude BC2. Oui. J'ai été bien surpris de savoir que ça existait, puis j'étais à l'affût du projet de la deuxième glace. Là, je me tiens très près de ça. J'ai su ça ce soir. C'est quoi ça? OK. Bien, c'est une étude qu'on a fait faire. En fait, Ouais. quand on a mandaté un comité de travail pour débroussailler, parce que la deuxième glace, c'est dans les airs depuis longtemps. Hein. Ceux qui fréquentent l'aréna, on entend parler, il y a déjà eu des plans et tout. Alors, on a mandaté un comité pour débroussailler. Puis ce qu'on voulait faire, puis c'est M. Gingras qui présidait, ce qu'on voulait faire dans un premier temps, c'est évaluer, y a-t-il vraiment un besoin? Hein? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, bien, je pense qu'il n'y en a pas, parce que quand j'y vais, la glace n'est pas occupée, mettons. Mais il y a des raisons qui expliquent ça. Hein? Il y a des blocs plus occupés que d'autres, etc. Donc, on a dit, on va prendre une firme externe, spécialisée dans les équipements sportifs, etc., qui vont nous faire une analyse, puis qui vont nous démontrer si on a vraiment un besoin. C'est quoi le besoin? Ça, c'était la première chose qu'on leur a demandé. Bon, dans mon livre à moi, ils ont répondu à la question, il y a un besoin, il y a un potentiel intéressant de développement. Ensuite, on leur a dit, quelle serait la formule gagnante? Est-ce que c'est la municipalité qui devrait le faire? En fait, quels seraient les avantages que la municipalité le fasse, que le privé le fasse ou qu'on le fasse conjointement avec le privé? La conclusion du comité, c'est que le partenariat avec le privé semble être la solution la plus intéressante. Parce que actuellement, vous savez, on a des projets d'infrastructure avec les rues, puis tout ça, là, ça commence à faire pas mal d'argent. Alors là, un partenariat avec le privé permettrait de ne pas rajouter au fardeau fiscal, puis d'avoir une infrastructure de haut niveau. Fait que c'est un petit peu ce qui est privilégié. Maintenant, il faut avoir la discussion entre nous, les élus, à savoir, c'est-tu un projet qu'on priorise? On est-tu intéressé avec le PPP? On a-tu tout répondu aux questions? On peut-tu avancer avec ce projet-là? Je suppose que vous allez vous en parler à Lac à l'épaule. Oui. N'oubliez pas l'étude. Hein? Ce serait le fun que les membres du conseiller en prennent toutes. Ils l'ont tout eu. Oui. Ils ont tout eu avec une présentation. Ça serait vraiment important aussi que tous les conseillers et conseillères prennent vraiment le pouls de l'aréna. Pas juste nous entendre nous dire « on a un besoin », non.
On a vraiment un besoin. J'étais là, mon gars pratiquait quand il y avait trois équipes sur la même patinoire de l'âge de 10 ans. Oubliez ça, là. Ça donne même pas, ça donne rien d'aller là. C'est tout le temps comme ça. Ghislain, c'est toujours comme ça. Fait que c'est vraiment prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'aréna à Magog. C'est quelque chose. Là. C'est pas juste nous entendre parler et dire ah ouais, peut-être que oui, peut-être que oui. Non. Écoutez l'étude, je pense qu'on a payé pour. Ça sera le fun qu'on la regarde, qu'on analyse comme il faut tous les points, puis qu'on prenne une bonne décision là-dedans autant que possible. Message reçu. Merci. Merci. Donc, pour ceux qui nous écoutent à la maison, on a eu beaucoup de nouveaux visages ce soir. Hein? C'est rare qu'on a les gens de la Société d'histoire, les gens du Club d'Âge d'or, les gens que je vois à l'Aréna. Donc voilà, la période des questions étant terminée, on voudrait procéder au tour de table des élus ce soir. Là, je vous demanderai votre patience parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui ont un certain nombre de messages à livrer. Je trouve ça important parce que le tour de table des élus, même si ça arrive à la fin, puis qu'on est un peu fatigué, puis qu'on va aller écouter les Canadiens qui perdent 2-0, cela dit, parce que j'ai l'application, hein, j'ai l'appli canadien. Ah, 2-0. Ah, c'est rendu 3-0. Ah, voilà, c'est parce que je vous écoutais au lieu de regarder mon application sur les Canadiens. Quand même, c'est important ce que vous aviez à dire. On va faire le tour de table et puis on va prendre le temps là, de vous exposer notre point de vue sur différents dossiers qui nous tiennent à cœur. Monsieur Lamontagne. Oui, bonsoir tout le monde. Pour commencer, je voudrais féliciter M. Roux, qui est président du hockey mineur. Il me disait que 340 inscriptions, ça ne doit pas être toujours facile à gérer. Puis en même temps, je voudrais énumérer les projets futurs pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde qui s'en vient ici à la ville. T'sais, on a le garage municipal à finir, on a la caserne de pompiers à relocaliser, on a la future usine d'épuration, on a l'AMRAC, les passerelles, on a la maison Murray, on a le centre-ville, beaucoup d'investissements, nos ponts, nos barrages qu'on a trouvé des failles dedans, la future hôtel de ville, l'éco-centre, puis on a la deuxième glace. Il faut vous dire qu'on a d'ouvrage en masse. Il faut tout essayer de régler ça, mais pas ensemble. Deuxièmement, je voudrais parler du sujet de l'art à Magog présentement, quelques mots, l'îlot Tourigny. Je veux dire, premièrement, que je suis toujours en accord avec le projet de l'îlot Tourigny. C'est un projet très important pour moi, pour le futur de la ville de Magog. Je suis arrivé au conseil municipal en 2009, puis avec plusieurs d'entre nous qui étaient des nouveaux élus. Puis la question à 100 000 je me rappelle qu'on s'était posé, on va vivre de quoi à Magog dans le futur? On venait juste de perdre, tout le monde se rappelle, à peu près 4 000 emplois à la grandeur de la ville. Magog Technopole a vu le jour, une petite équipe très dynamique qui s'est formée, et grâce à ces nombreux contacts, ils ont convaincu 30 petites TIC. C'est des compagnies de technologie, d'information et de communication à venir s'établir à Magog. Puis c'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais on a un problème heureux. Il faut les loger. Puis le développement de l'Union Textile, pour l'instant, c'est pas réaliste. C'est un projet qui coûterait trop cher. Puis après plusieurs négociations, je parle de l'îlot Tourigny tout le temps, on était prêt même à donner la maison Tourigny. On s'est trouvé devant rien. Personne n'en a même voulu. Un investisseur nous arrive, nous présente un projet que je trouve très intéressant, nous offre d'accueillir nos petites compagnies de TIC, nos 30 compagnies de TIC sur un étage. En tant qu'élu, je fais quoi? C'est sûr qu'il faut que j'étudie les bons, les mauvais côtés de tout ça. Puis, en terminant, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, là. En terminant, je veux juste demander aux gens qui ont le droit de vote, qui ont le droit de signer le registre, de bien prendre le temps de s'informer, d'évaluer le pour et le contre. Parce que ce projet-là peut devenir très important pour le futur de la ville de Magog. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Madame Poulet-Marcotte. Bien, moi, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Les gens connaissent ma position parce que j'ai demandé le vote sur les hauteurs et sur les
sur le nombre d'étages. Alors, je vais laisser mes collègues s'exprimer le pourquoi eux autres sont d'accord pour tout ça. Mais je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour féliciter ma collègue Nathalie Bélanger, toute son équipe de la Maison de la Famille. Hier, il y avait la fête d'accueil des nouveau-nés à la ville de Magog au cours de l'année et votre équipe, Mme Bélanger, a fait une fête d'accueil vraiment formidable. Alors, bienvenue aux mamans avec leur nouveau bébé et félicitations pour votre travail et bonne semaine à tout le monde. C'est vrai que c'était une belle fête, puis j'avais la chance de présenter mon petit-fils à tout le monde. Là. Il est très beau en passant. Ah, merci. On est gagnants comme grands-parents, c'est épouvantable. Monsieur Gingras? Bien, je vais en rajouter un petit peu sur mon confrère au niveau de l'îlot Tourigny, parce que Parfait. c'est dans mon secteur. Et même la maison Tourigny et la maison Sutton, c'est lorsque j'étais au conseil en 2004, lequel on a acheté ces deux. Il ne faut pas que les gens peuvent faire de la spéculation dessus, parce que dans le temps, c'était pour la place pour la bibliothèque. Oui. Par contre, pour moi, ce qui concerne, il n'y a pas d'argent à mettre sur cette propriété-là. Là, c'est complètement fini. Là. Puis de toute façon, normalement, on aurait dû la démolir il y a peut-être au moins 4-5 ans. Par contre, dans le secteur, il y a beaucoup de désinformation qui se fait. Moi, il y a eu une présentation qui a été faite, je pense, qui a été faite vendredi. J'ai été présent. Et naturellement, j'avais une difficulté aussi, peut-être avec les hauteurs. Pas une question d'étage, parce que ce soit 3 étages ou 4 étages. C'est une question d'auteur, mais la question d'auteur est quand même 15 mètres. On parle de rajouter 0,8 mètres, qui est à peu près la hauteur du bureau ici. Là. Fait que c'est pas ça qui va faire la différence, une question d'auteur, d'apparence, et ainsi de suite. Le nouveau design qu'ils nous ont montré, moi, je trouve que ça va bien dans le secteur. Ça va plus avec l'Église, ça va plus avec le centre communautaire, les couleurs. Fait que moi, le projet, je suis 100 000 $ avec ça. Sauf que s'il y a des gens, parce que c'est dans mon secteur à moi, s'il y a des citoyens dans le coin, il y en a 41, si jamais ils veulent avoir de la vraie information, ils peuvent m'appeler sur mon numéro, il est dans le bottin téléphonique. Puis ça va me faire plaisir d'aller les rencontrer parce que c'est quelques coins de rue de chez moi. Fait que je vais attendre votre appel, ceux principalement qui sont contre, mais qui, d'après moi, qui sont mal informés du projet dans le futur. J'ai entendu toutes sortes d'horreurs là, que ça ne se tient pas du tout. Là. Fait que je vous invite à m'appeler à ce moment-là si vous voulez avoir la vérité. Merci. Merci. C'est vraiment important, hein, ça fait 2 conseillers qui le disent, là, que les gens aillent chercher la vraie information. Parce qu'il s'est dit à peu près n'importe quoi dans ce dossier-là, malheureusement. Monsieur Ranger? Bien, je vais pousser sur le même sujet. Alors, tout le monde sait que je suis en faveur des technologies. Il y a plusieurs années, j'y m'étais fait même haranguer. Là. Alors, pourquoi l'îlot Tourigny? On avait des gens qui étaient chez Borealis et puis chez Borealis, ils ont voulu nous louer la bâtisse au complet. On ne pouvait pas louer la bâtisse au complet. OK? Alors, on gère vos deniers, puis on a donné un certain montant pour Magog Technopole. Puis Magog Technopole, il ne pouvait pas rester là parce que le promoteur chargeait trop cher. On a eu la même chose au Moulinier. On ne pouvait pas s'entendre à cause des prix chargés. Fait que, là, il y a un promoteur qui arrive de nulle part, chanceux comme tout, parce que ça faisait plusieurs années qu'on cherchait des promoteurs pour l'îlot Tourigny, pour d'autres projets. Puis là, lui, il arrive, puis il est en faveur des technologies. Vous avez dû le lire dans les journaux. Il a travaillé avec Google, il a travaillé avec Apple, il a travaillé... Tout. Et il croit à ça. Il se joint à Magog Technopole. En fait, c'est Magog Technopole qui se joint à lui, là. Exactement, là. Il y a un joint venture, en tout cas. Puis lui, il propose quelque chose à l'îlot Tourigny. Une hauteur, une bâtisse, on peut chicaner sur es-tu belle, est pas belle, tout ça. Sauf que présentement, il va y avoir 200 emplois là-dedans. Alors, je vais vous donner des chiffres. Des chiffres ici, là, j'en ai plusieurs, mais je ne veux pas toutes les donner. Mais les plages salariales, là, dans la technologie, là, à cet endroit-là, un technicien, c'est de 32 000 à 45 000. Des professionnels, c'est de 60 000 à 80 000. Magog Technopole, qui va louer des pieds carrés dans cette bâtisse-là, sont loués avec les prix que vous avez dit que vous vouliez qu'on paye, qui était 15 $ le pied carré. Puis le promoteur nous le fait, vous me corrigerez si je me trompe, pour 5 ans, à ce prix-là, tout inclus. C'est ça.
OK? Ça veut dire l'électricité, la neige, tout inclus. C'est ce que vous nous avez dit. Allez chercher de l'emploi, créez-nous de l'emploi, s'il vous plaît. C'est ça que vous vouliez? On le fait. On a un promoteur, on a Magog Technopole avec André Métra qui fait... Bon, j'arrive, André Métra. Écoute-moi, André. Alors, André Métra, en 2 ans, qui est allé chercher une trentaine d'employeurs. Présentement, on a une 50aine d'emplois avec ça. Le but, ce n'est pas 50 emplois, c'est 300 emplois. Toujours avec des pieds carrés à 15 piastres le pied carré. Je ne veux pas vous faire de promesses, là, mais il s'en vient des belles nouvelles. Ça ne sera pas 300. On se rapprocherait peut-être de 150. En tout cas, je ne veux pas faire de promesses, OK? Mais ça s'en vient, des belles affaires, OK? Alors, vous voyez qu'ici, ce qui est promoteur au Québec, OK? Il y a 7 800 entreprises au Québec qui emploient 150 000 emplois, La main-d'œuvre se caractérise par un fort niveau de scolarité. La scolarité, là, c'est des bacs, et puis c'est des baccalauréats, et puis des techniques. Et puis les personnes, c'est de 25 ans à 44 ans, les gens cibles. Il y en a des plus hauts, c'est sûr, mais la majorité, c'est des gens qu'on veut amener ici à Magog, parce qu'à Magog, on a un déséquilibre, on a un taux de rétention de notre jeunesse qui est très faible. C'est pas le plus faible du Québec. Bon, bien, là, on crée des maisons, on fait des petites maisons pour attirer des gens. Si on attire des gens qui gagnent 60 000 par année, ça se peut-tu qu'ils achètent ces maisons-là? Oui, ils vont payer des taxes, ils vont venir nous aider à payer l'aréna qu'on veut, les deux glaces, là. Ces gens-là vont avoir des enfants, puis on va tu sais, on va avoir une émulsion, 200 emplois à cet endroit-là. Hein? Il y a un étage qui est payé en entier par une compagnie. Vous me corrigerez si je me trompe, là. À date, ça va bien. OK? S'il vous plaît, si vous trouvez la bâtisse trop grosse, faites comme moi, enlevez vos lunettes, vous allez trouver plus belle. Okay? La bâtisse, là, en moyenne, elle va avoir le 15 mètres, puis comme ici, là, elle va dépasser de 0,8 mètres. S'il vous plaît, dites pas non à une bâtisse comme ça. OK? Fait que, en passant, les journalistes, s'il vous plaît, parlez donc des choses positives, pas des choses négatives. Quand on a quelque chose de positif, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, parlez-en des choses. Toujours aller chercher le négatif, ça se peut pas. Ici, à Magog, on n'a rien qu'à aller dans les restaurants, qu'est-ce que c'est qu'on va avoir, là? Des gens qui parlent contre. On peut-tu avoir du monde qui parle pour, s'il vous plaît? Bon, j'ai fini. Oh, l'aréna, s'il vous plaît. J'ai juste une petite chose que j'ai appris cette semaine. Quand on a des coupures dans les heures, c'est pas dans les jeunes adolescents puis tout ça, là. C'est les tout-petits. C'est bien ça, hein? C'est les tout-petits. OK? On n'a plus de place pour nos tout-petits. S'il vous plaît, on leur fait-tu des places? Oui, un PPP, un aréna, on y va. Ah, pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Ouf! On s'en est sorti vivant. Monsieur Laurando. Je l'ai déjà dit, c'est pas facile de parler après M. Ranger. Il y a de la passion là-dedans. Un petit mot concernant l'îlot Tourigny. Ça fait plusieurs années qu'on attend la présentation d'un projet solide, un promoteur sérieux. Je pense que dans ce cas-ci, on a les deux. C'est pour ça que je suis favorable au projet de l'îlot Tourigny. Ma seule préoccupation, je l'ai dit, c'est la circulation et le stationnement. Je sais que le stationnement, on a des solutions. C'est-à-dire, je pense que pour l'ensemble de la ville, c'est un beau projet. Et finalement, un grand merci pour le souper du partage Jean Pelchat. Pour une année record, on a ramassé 91 140. Ça dit merci à tous ceux qui ont participé et à tous nos partenaires. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Côté. Moi, je vais parler de l'aréna. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'on a un manque d'heures très sérieux. Là, et que nos jeunes, quand ils sont sur la glace, ils ne sont pas dans la rue. Puis on les amuse. Puis c'est pas d'hier qu'on a des problèmes de glace. Là. Moi, quand je jouais dans l'élite, dans le 2A, là, quand j'étais jeune, là, on jouait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Mais on jouait contre Drummondville, Saint-Hyacinthe, puis Sherbrooke.
Puis nous autres, on jouait une game le samedi, une game le dimanche. Mais eux autres, les autres villes, là, ils pratiquaient le mardi et le jeudi des pleines glaces, eux autres tout seuls. Nous autres, on pratiquait une fois dans la semaine. Puis quand on était à Bantam, on était jumelés avec le midget. Fait qu'on n'était pas capable, en plus d'être plus petit la population, on n'avait pas la pratique pour voir rivaliser avec ce monde-là. Là. Fait que donc, je pense que ça va falloir y penser sérieusement, là, une deuxième glace, là, puis au lac à l'épaule, là. On va mettre ça sur le carpet. Merci, c'est tout. On a des bonnes discussions. Madame Bélanger? Bien, bonsoir. Moi aussi, je vais vous donner un peu mon avis sur l'îlot Térigny. Je ne vous ferai pas un discours de 3 pages, mais par contre, je vais vous donner ma position. Vous savez, qu'on ait des divergences d'opinion concernant l'architecture ou concernant la place qui est convoitée, c'est respectable. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, qu'on argumente, qu'on mette nos opinions. Par contre, qu'on fasse un faux débat alentour de sauver la maison Tourigny, je peux vous assurer que si demain matin, ce projet-là ne voit pas le jour, bien, il ne sera pas question de sauver la maison Tourigny parce qu'on a déjà une maison à sauver, qui est la maison Murray. On a de la misère à trouver les fonds pour le faire et surtout, on a de la misère à avoir un consensus ici. Donc, c'est un projet qui est admirable, mais par contre, il y a des défis alentour de ça. Donc, comme je vous mentionne, si jamais que ça ne passe pas, bien, la maison, elle va rester là puis ça va être tel quel. Parce que je ne pense pas que demain matin, après les années qu'on a passées à la mettre en vente, à vouloir même la donner pour un transfert, qu'un autre promoteur, après avoir passé dans un processus comme ça, qui va se lancer dans un défi aussi grand. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on a les moyens de perdre 200 emplois à Magog? Merci et bonne soirée. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors, 2 sujets ce soir. D'abord, je vais parler un petit peu de hockey. Parce que suite aux articles qui ont paru dans les journaux la semaine passée, j'ai fait quelques vérifications auprès de nos équipes. Puis, oui, on peut affirmer que le hockey mineur a perdu des heures à l'aréna de Stansted, puisque l'aréna de Stansted priorise toujours le collège de Stansted qui a demandé davantage d'heures cette année. Cette situation cause effectivement un casse-tête pour le hockey mineur, puis particulièrement pour le mois de novembre, parce qu'il y a un tournoi important à Stansted qui va se dérouler bientôt. On travaille en collaboration avec le gérant de Stansted pour améliorer la situation. Aussi, nos équipes travaillent à maximiser les heures de glace disponibles pour le hockey mineur. Ils recherchent des solutions pour maximiser l'horaire actuel de l'aréna et répondre aux nouveaux besoins, parce qu'effectivement, il y a eu une augmentation du nombre. Il sera nécessaire de revoir certaines plages horaires et cela demande une collaboration de tous les acteurs impliqués. Donc, des fois, comme vous l'avez affirmé, juste de changer, de devancer 30 minutes, bien, ça permet de jouer une partie qui n'était pas possible avant. Donc, c'est la première étape à franchir avant de plonger dans le dossier de deuxième glace. Donc, oui, il sera discuté prochainement. Puis oui, je pense qu'on peut tous s'entendre que c'est un beau projet. Cependant, il ne faut pas oublier, ça peut sembler simple opter pour un PPP. Mais ça peut sembler simple à plusieurs égards, mais il faut tenir compte que la municipalité ne contrôle plus nécessairement les coûts de location pour nos associations et nos groupes de sport-études si on opte pour une telle solution. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger parce que ça toucherait directement l'accès à cette infrastructure. Également, je vais vous parler de l'îlot Tourigny. Alors, je sais que plusieurs des collègues l'ont fait, mais je trouvais important d'expliquer ma position. Alors, nous sommes devant le fait qu'un registre a été demandé par les citoyens du secteur qui semblent vouloir s'opposer à l'amendement qui est proposé. L'amendement, c'est un changement de zonage. Donc, la loi sur l'aménagement est ainsi faite et les citoyens ont le droit de s'affirmer. C'est la démocratie et je le respecte complètement. Dans ce cas, il est important toutefois de bien comprendre que l'amendement demandé, donc ce pourquoi il y a une demande de registre, pourquoi les gens sont venus signer, ça porte sur 2 éléments. Premier changement, c'est de permettre aux commerces et entreprises d'augmenter leur superficie d'occupation à l'intérieur du bâtiment. L'autre changement serait de permettre un immeuble de 4 étages. Avant, c'était limité à 3, mais toujours en gardant la hauteur maximale de 15 mètres. Donc, pour ma part, je suis très à l'aise avec ces 2 éléments car je considère que ça ne changera en rien l'impact sur le voisinage. On ne change ni les usages, ni la hauteur et la densité permises sur ce terrain-là. En ce qui concerne l'intégration de ce bâtiment au cadre déjà bâti, je peux vous affirmer que les plans initiaux ne me permettaient pas de dire que le projet s'intégrait harmonieusement. Je me rangeais du côté des citoyens qui étaient réticents
même des membres du comité consultatif d'urbanisme. Heureusement, le promoteur et son équipe ont entendu les préoccupations et ont retravaillé les plans. Le résultat est réussi. Je considère maintenant qu'il s'intégrera dans le milieu. J'appuie donc ce projet dynamique à plusieurs égards pour la municipalité. Il sera créateur d'emplois et apportera des clients et de la vitalité dans notre centre-ville durant toute l'année. Pour terminer, je vais faire un petit peu comme Mme Bélanger, ma collègue. Donc, je vous invite à être vraiment prudent parce que certaines personnes tentent de déplacer le débat en associant ce projet à la démolition de la maison Tourigny. Selon eux, si on ne va pas de l'avant avec ce projet, la maison sera sauvée, ce qui n'est pas le cas. Donc, il est vrai que cette maison est répertoriée dans notre inventaire patrimonial. La municipalité a fait des efforts dans le passé afin de lui donner une seconde chance, mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons donc décidé de passer à une autre étape, aller en appel de proposition afin de redynamiser cet îlot. En allant de l'avant avec cet appel de proposition, nous savions que la maison Tourigny serait démolie. Dans les conditions, il n'a jamais été question de la revaloriser, mais de trouver une façon de faire un rappel historique dans le futur projet, ce qui sera fait. Donc, le Conseil est pleinement conscient qu'une municipalité se doit de s'occuper de son patrimoine, et c'est ce que nous tentons de faire avec la Maison Mairie. Une municipalité se doit toutefois de faire des choix judicieux en respectant la capacité de payer du citoyen. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Madame Pelletier. C'est un peu embêtant de parler, après tout ce groupe, du même sujet de l'îlot Tourigny, alors que beaucoup de choses ont été dites. Mais moi, samedi après-midi, en faisant des courses, j'ai croisé des citoyens qui discutaient de l'îlot Tourigny. Alors, j'ai décidé de me présenter et j'ai demandé si je pouvais me joindre à leur conversation. Parmi les préoccupations, il avait la crainte que le bâtiment de 4 étages soit plus haut que le centre communautaire. J'ai alors précisé que, compte tenu de la pente du terrain, le bâtiment ne serait pas plus haut. D'autres questions portaient sur la valeur du terrain, sur l'avenir de la maison Tourigny. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de confusion parce que le débat est devenu émotif et que dans un tel contexte, il y a beaucoup d'interprétations et parfois de désinformation. J'ai précisé à ces personnes que je respectais leur opinion. Je pense qu'on a droit chacun à notre opinion. Mais dans un contexte comme celui que l'on discute présentement, il est particulièrement important d'être bien informé pour prendre une décision qui va avoir un impact important pour la suite de la ville de Magog. Entre autres, il est important de se rappeler, comme Jean-Guy l'a mentionné et Nathalie, que ces terrains et la maison Tourigny ont été achetés pour y construire une bibliothèque. La bibliothèque est ailleurs maintenant, on en est très heureux. Mais toutefois, il est utile de souligner que si la bibliothèque avait été construite à cet endroit, la maison Tourigny aurait été démolie et qu'il y aurait eu un rappel à l'intérieur de la bibliothèque, exactement ce à quoi s'engage le promoteur actuel, comme vient de le mentionner Nathalie. J'inviterai d'ailleurs ceux et celles qui ont à cœur la protection du patrimoine d'investir leur énergie dans le projet de restauration de la maison Mairie. Le Conseil a fait le choix de préserver cette maison dont la valeur patrimoniale et historique est davantage documentée et significative que la maison Tourigny. Le projet, je vous le dis, aura besoin de l'adhésion de tous quand les décisions finales devront être prises en avril, alors que nous connaîtrons les réponses aux demandes de subventions ainsi que les résultats de la campagne de financement. Alors, ceux qui ont à cœur le patrimoine, je vous invite, on aura sûrement besoin de vous. En terminant, je tiens à souligner la collaboration du promoteur qui a fait preuve d'ouverture et a entendu les commentaires qui ont permis au projet d'évoluer vers une intégration plus harmonieuse. Bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Faut-tu que je parle de tout de l'îlot Tourigny? Bien, ce serait une bonne idée, je pense. Moi, d'après moi, l'îlot Tourigny, ça a été fait en 2005, puis je n'étais pas au conseil. Je pensais que c'était fini, ce sujet-là, que c'était réglé, là. Il y a quelqu'un qui a mis son cadran, mais il l'a mis trop tard. Moi, c'était réglé. L'îlot Tourigny là, est supposé d'être démoli, puis ça n'a pas été fait encore. C'est la seule chose, parce que le projet passe ou passe pas. L'îlot Tourigny, on ne veut pas regarder. On met déjà 8 millions dans les organismes à Magog. À un moment donné, il faut qu'on se limite, là. À moins que M. Fauché veuille nous avancer l'argent, là. Vous êtes d'accord avec ça? Si je peux parler un peu de l'aréna,
moi qui ai 170 fois dans l'année 15 familles de Magog qui partent aller à Stansted, là, je trouve pas que ça soit cohérent avec une municipalité qui veut être une ville-centre, là, que tu envoies tes jeunes ailleurs 170 fois dans une année. Ça fonctionne pas. On le fait pas au soccer, on le fait pas dans d'autres sports. La même chose, M. Boudreau est venu parler tantôt, il s'est retenu, je suis certain, parce qu'il est un citoyen de Magog qu'on a déplacé aussi à Stansted, qui va 32 fois dans l'année à peu près à Stansted, qui va dépenser à Stansted. On est rendu à 100 fois qu'on envoie du monde à l'extérieur au lieu d'être chez nous, sans compter les gens qui sont rendus à Sherbrooke. Fait que ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin, là, ils se promènent, ils restent dans le salon, ils vont pas voir partout, parce que si tu vas voir aux places, tu vas comprendre les besoins. Merci, bonne soirée. Bon, je pense qu'on a vidé 2 sujets ce soir. Alors, mais je me permettrai quand même de faire quelques commentaires, si vous permettez. Tout d'abord, je pense que sur le projet de deuxième glace, mon opinion est plus que connue. Hein. Vous savez que j'y crois. Je sais que c'est un besoin. Je crois à la formule PPP aussi. Je pense que c'est une belle recette. Et sans vouloir vous contredire, Mme Pelletier, ça se négocie les prix avant de prendre une entente avec le privé. Donc, surtout pour le mineur. C'est sûr que les ligues de garage vont peut-être payer plus cher, mais on paye vraiment pas cher à Magog par rapport aux autres autour. Là. Donc, quand on négocie avec un privé, c'est les modèles qu'on a regardés avec M. Gingras puis ce qui se fait autour. Quand on négocie avec le privé, étant donné qu'on a déjà investi dans une aréna puis le terrain nous appartient, bien, quand on négocie, on réserve des blocs d'heures à un taux X, surtout pour les enfants, pour le mineur. Alors ça va être une préoccupation qu'on ne perdra pas d'esprit. Maintenant, concernant la place Tourigny, parce que là, on appelle ça l'îlot Tourigny, mais je pense qu'il est temps qu'on passe en 2015-16. C'est la place Tourigny. C'est le nouveau nom qu'on lui a donné. Je pense que mes collègues ont fait un bon tour de table sur la situation actuellement. Je voudrais renchérir sur le fait que ce qui est déplorable actuellement dans ce dossier-là, c'est la campagne de désinformation. C'est ça qui est déplorable. Il se dit n'importe quoi. Il se dit qu'il va y avoir un bar, puis que ça va être bruyant, puis qu'il va y avoir des parties toute la nuit. C'est pas en tout ça qu'on est en train de faire. Il se dit, on se fait traiter, bien moi particulièrement, de menteuse sur les médias sociaux dans ce dossier-là. On se fait accuser de manque de transparence. Je ne sais pas comment on peut informer davantage que ce qu'on a fait dans ce dossier-là. On a fait une soirée juste sur ce dossier-là, alors qu'on n'avait aucunement l'obligation de le faire, télédiffusé en direct, disponible sur Internet. On a rendu public la documentation. On a fait une consultation publique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là. Et puis là, on nous dit, bien oui, mais vous arrivez en plus avec une dérogation mineure. Justement, on a tout mis à la table en même temps pour être totalement transparent. Avoir voulu être cachetier, là, 1, on n'aurait pas fait de soirée d'information. 2, on aurait gardé les autres éléments pour plus tard. Bon. Autre élément fort qui a été ressorti par mes collègues que je trouve important de souligner aussi, c'est le débat qui est en train de s'en aller sur un faux débat. La maison Tourigny sera démolie. Peu importe ce qui va arriver avec l'amendement de zonage. C'est pas un débat de sauvons la maison Tourigny, elle sera démolie. Il n'y a pas un chrétien autour de la table ici qui va aller au BAT pour restaurer une autre maison, alors qu'on a 3,5 millions à mettre dans Maison Marie puis qu'on se fait déjà pitcher des tomates. Okay? Alors, mais il y a des gens qui font à croire sur les médias sociaux qu'on a les moyens de sauver les deux puis de mettre l'argent dans les deux. Je suis désolée, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'une deuxième glace, il faut faire un PPP. On n'a certainement pas les moyens de sauver tout le patrimoine bâti. Alors, il y a une résolution qui a été adoptée en 2014 avec le budget pour la démolir nous-mêmes si c'est nécessaire. Nous avons encore ces budgets. Alors, j'espère que ce bout-là, il est clair aussi. Pour la valeur patrimoniale, élément important à souligner, puis les gens de la Société d'histoire sont ici, fait que je trouve ça important de le souligner. On a fait faire une étude en 2005, moi non plus, je n'étais pas ici quand l'étude est sortie, qui nous dit que ce n'est pas tant le patrimoine, c'est pas tant le bâtiment qui a de la valeur. Oui, il y a une certaine valeur, mais pas comme la Maison Marie. C'est l'histoire que cette maison-là a à raconter. Or, pour raconter son histoire, est-ce qu'on a besoin de garder la maison? Absolument pas. Et c'est exactement ce qu'on propose. Un rappel historique, des images. Le promoteur propose même une application mobile. Donc, vous allez pouvoir aller visiter la Maison Marie, puis quand vous allez arriver sur la place Tourigny, on va vous raconter son histoire. Parce que c'est vrai que l'histoire de la Maison Tourigny est intéressante, puis je suis sûre qu'il n'y a personne ici qui la connaît. Et même ceux qui se battent pour la sauver, je ne suis pas sûre qu'ils connaissent l'histoire de la Maison Tourigny. Alors, en terminant, je vais vous faire une petite analogie. À mon tour de vous en faire une. Il y a quelqu'un qui a fait ses pompiers tantôt. Là. Alors, je vais faire une petite analogie pour vous illustrer la situation devant laquelle nous sommes au Conseil.
Imaginez qu'on a une industrie qui veut s'installer dans notre parc industriel. OK? On a développé un plan directeur de notre parc industriel, on a une vision de développement, on a un créneau, on a dit qu'on voulait tel type d'entreprise, on est allé le chercher puis on l'a convaincu de s'implanter à Magog. Il est d'accord. On lui a dit, ce terrain-là, ça va être excellent pour vous, vitrine sur l'autoroute, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut donner comme image. Il va créer 200 emplois. Petit hic, il y a un peu de milieu humide sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse l'implantation de l'industrie avec les 200 jobs? J'espère que non. Puis le milieu humide, il n'est pas d'intérêt supérieur, mais c'est un milieu humide, identifié, caractérisé, puis les gens de l'environnement voudraient bien qu'on le protège. Bien, on est dans la même situation avec le projet à Place Tourigny. On a une vision de développement du secteur, ce n'est pas improvisé, c'est une vision de développement qu'on a longuement réfléchie avec les TIC, la zone de transition entre l'entrée de la ville et le centre-ville. On a des entreprises qui veulent créer jusqu'à 200 jobs à Place Tourigny. C'est l'endroit idéal, ça répond à notre vision, le terrain nous appartient. Petit problème, il y a une maison qui a une certaine valeur patrimoniale. Elle n'est pas exceptionnelle, comme la Maison Marie, mais elle a une certaine valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse le projet? Absolument pas. On fait la même chose qu'on ferait dans le parc industriel pour les milieux humides. On fait une compensation. Et c'est ça qu'on vous propose avec le projet. On vous propose non seulement d'avoir une entente gagnant-gagnante avec le promoteur, mais on vous propose de préserver l'histoire de la maison et de la raconter, d'en profiter pour faire ça. Puis en plus, on était supposé de la démolir à nos frais, puis là, c'est le promoteur qui a démoli. Je trouve qu'on est gagnant-gagnant. C'est vraiment dommage qu'un débat s'en aille comme ça. Moi aussi, je suis d'accord avec les débats d'idées, mais quand c'est rendu dans les attaques personnelles puis les fausses informations, ça mérite un petit peu. Ça paraît-tu? Bon. J'évite Facebook de ce temps-là, si vous trouvez que je ne vous réponds pas vite, là, parce que je trouve qu'il se dit pas mal n'importe quoi. Alors, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée, proposée par la conseillère, les sujets étant vidés, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Bon retour à la maison. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.